Bon, déjà, merci à tous d'être présents ce soir pour la première masterclass qu'on organise avec Atlas Music. Donc, c'est une masterclass qui est intitulée Comment vivre du beatmaking. Et avec nous ce soir, on a deux guests, Rudinovski et Hakim Beats. Si tu veux parler, tout le monde ça va. Merci les gars d'être présents ce soir, en tout cas, ça fait plaisir. Du coup, rapidement, pour vous présenter un peu nous, Atlas Music, si vous ne connaissez pas. Du coup, dans l'équipe, il y a Tanguy et moi, et Sou qui est, je sais pas, elle est là, Sou, qui bosse aussi avec nous sur la masterclass. Et donc, nous, on fait pas mal de choses, on fait de l'édition pour les beatmakers. Donc, en gros, si vous voulez, on va recevoir des briefs des artistes et on aide les beatmakers à placer pour les artistes. On accompagne les beatmakers sur tout ce qui va être gestion des droits d'auteur, SACEM, etc. Et on fait des collabs, on a sorti des collabs avec Chaz et Yayam de Track pour avoir des retours sur un son, sur une prod, etc. Et on organise une masterclass comme celle-ci sur comment vivre du beatmaking. Et l'idée, du coup, c'est vraiment de donner la parole aux beatmakers. Et donc, déjà, merci à vous d'être là ce soir pour écouter ce que Reginovski et Hakim Beats ont à dire. Du coup, comment ça va se passer? Donc aujourd'hui, ce soir, on va pas parler du côté artistique. On va partir d'un cas où les beatmakers savent déjà faire des prods. Et du coup, l'idée, ça va être de se voir comment au début on fait pour dégager ses premiers euros grâce au beatmaking. Après, on va voir comment du coup se verser un salaire. On va poser des questions sur ce sujet-là. Et enfin, on va voir du coup comment se pérenniser en tant que beatmaker et du coup diversifier ses revenus. Et donc ça va être super intéressant parce qu'on a vraiment deux profils totalement différents avec nous ce soir. Donc voilà, déjà dans la salle, pour savoir un peu quel profil on a à faire, qui est beatmaker dans la salle? Wow. Ok. Donc il y a du beatmaker ce soir, cool. Et du coup, qui est plutôt à la première étape, du coup, aujourd'hui, vous faites des prods et vous cherchez à dégager un peu vos premiers revenus du beatmaking. Qui est un peu à cette étape-là Ok, top. Qui est plutôt à l'étape d'après où il a déjà dégagé un peu des revenus et il commence à réfléchir à se verser un salaire. Donc, on va dire quelqu'un qui gagne entre 500 et 1000 euros par mois du beatmaking. Est-ce qu'il y en a dans la salle ou pas? Ouais, ok, top. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être à l'étape encore d'au-dessus, qui sont plus dans une vision de pérenniser leur activité et qui gagnent déjà Ok, ça marche, trop bien. Ok, c'est trop cool. Du coup, donc, comment ça va se passer? Donc, nous, on va échanger sur ces thématiques pendant un certain temps et après, on aura une séance de questions-réponses avec vous. Du coup, donc, gardez bien vos questions pour la fin de notre échange. Comme ça, il y aura tout le temps d'échanger et d'avoir vos réponses. Du coup, déjà, encore merci Reginovski et Hakim d'être présents ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? T'as le micro en main, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous, moi c'est Hakim, c'est mon prénom. Vous pouvez m'appeler plutôt Hakim qu'Hakim Beats. Ok. J'ai placé un petit peu à droite à gauche. Je génère surtout des sous en indépendant avec mon propre studio. Et en vérité, en travaillant avec des artistes qui sont lambda, pas connus, indépendants, pas des artistes de major ni rien. Même d'ailleurs, il faut vous dire la vérité, en général, quand je place, je fais pas vraiment de sous. Et j'ai mon studio, j'enregistre, je prod, je mixe. Et je fais mon petit chemin tranquille. Bonsoir à tous, déjà merci d'être venus. Franchement, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de beatmakers, donc c'est cool. Moi, c'est Rudinovski. Donc du coup, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé dans le beatmaking, un peu comme vous. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas autant de tutos comme maintenant, donc c'était un peu à la vieille école. Entre-temps, moi, j'ai lâché le son. J'avais eu un placement avec Wansty et Sadek, mais j'avais jamais gagné de son, enfin de sous, pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai arrêté. Ensuite, je suis allé à l'armée pendant 3 ans. J'ai été militaire pendant 3 ans et fin 2019, le 6 septembre 2019, j'ai fini mon contrat à l'armée. Et en
Ensuite, bah, j'avais un peu d'allocation vu que j'avais cotisé en tant que militaire. Après, le Covid est tombé, donc c'est bien tombé pour moi. Et depuis, bah, là, je suis beatmaker à plein temps, donc ça fait pas longtemps. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma passion, ce qui est pour moi une bénédiction quand même. Même si on ne gagne pas des milliers décents, on peut gagner des milliers décents, mais on ne gagne pas toujours des milliers décents, donc c'est important, aussi de voir le chemin parcouru et juste le simple fait de vivre de sa passion, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, juste pour situer, bah, moi j'ai bossé avec PLK, NK, Leto, Guy de Besbar, Gunna, Sio Trey pour ceux qui connaissent, et plein de petits artistes aussi en indé. Et voilà, je pense que je ne veux pas tenir le crachoir longtemps, mais voilà. Non, bah t'inquiète. Déjà, merci beaucoup pour ces présentations. Du coup, on va commencer à parler de comment générer ses premiers euros grâce au beatmaking. Donc voilà, je répète, mais on part du principe que voilà, un beatmaker, c'est déjà faire des prods. Comment aujourd'hui il fait pour faire ses premiers euros? Donc déjà, première question, déjà quand est-ce que vous avez généré vos premiers euros et comment vous l'avez fait avec le beatmaking? Quand on va rester sur ce sujet. Comment tu commences? BeatStars, hein. Ok. BeatStars. En fait, je suis un peu mal présenté par rapport à toi. Tu m'as un peu foutu la rouge trop. Ah ouais, attends. Je pensais avoir trop dit, c'est pour ça que je disais carrément. Mais moi, j'ai fait un parcours scolaire classique. Donc, je me suis mis sérieusement à la musique très tard, en fait. Très tard, j'avais genre 24-25 ans. J'ai fait une école de commerce, un truc lambda. Et du coup, j'avais bien aimé étudier, mais j'avais pas aimé travailler. Donc je me suis dit que j'allais faire de la musique parce que je kiffais ça. Donc j'ai fait YouTube, SoundCloud, BeatStars, Airbeat. J'envoyais à toutes les plateformes que je pouvais. Et ça n'a pas marché comme je le pensais, mais ça a fait des sous quand même. Donc pendant 2-3 ans, je générais quand même quelques centaines d'euros par mois. Quand ça se passait mal, c'était 200. Quand ça se passait bien, c'était 800. Mais c'était, je pense, juste le fait de faire des prods relativement bonnes et très régulièrement surtout, et d'être un peu partout. Pour moi, c'était ça les premiers euros. Ok. Alors moi, mes premiers euros, ils sont venus, c'était quand même des grosses sommes, parce que suite à l'arrêt de mon contrat militaire, j'ai tout de suite bossé avec PLK, ce qui a été un peu je vais pas dire une chance, parce que bon, j'ai quand même envoyé beaucoup de prod, mais du coup, ça a été les 3 placements que j'ai fait sur l'album ENA, donc Billet de vin, La vie c'est marrant et Alléluia. J'avais été payé 1000 € la prod, je crois, et ensuite j'ai signé, un PLK, en gros, il m'envoie un message, il me dit est-ce que t'es dispo? Je lui dis ouais. Il me dit vas-y, passe au studio, donc je passe au studio, et là il me dit j'ai peut-être une offre pour toi avec Flav, donc Flav, le manager de PLK et qui est PDG de Panenka Music. Ils m'ont dit on aimerait bien te signer en édition, etc. etc. Et du coup, j'ai réussi à avoir. Au tout début, ils voulaient me signer pour 5 ans, je trouvais ça un peu long. Donc j'ai fait un contrat de 3 ans en coed avec ENA Music France et Panenka Music. Et de ça, j'avais touché une avance de entre 10 et 20 000 €. Donc voilà, c'était mes premiers sous en soi, dans le son. Et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire du son entre-temps, parce qu'une avance, ça sert aussi à ça. Ça te permet, pendant, on va dire, les 3 ans, de gérer un peu l'avance que tu as eue, de savoir entre 10 et 20 000 € pour ma part. Faut pas un peu sauter les premières étapes, mais en vrai, ce qui est bien, c'est que ça montre aussi que on peut du coup très rapidement aussi gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est quand même une minorité, mais faut quand même aussi dire que ça existe. Et du coup, tu le disais, vous, qu'est-ce que vous conseillez à un beatmaker qui, là, vraiment, vous commencez? Est-ce que ce sera plus du YouTube, du BeatStars? Est-ce qu'il faut faire du mailing? Est-ce qu'il faut être, où est-ce qu'il faut être présent concrètement si demain on va commencer à faire des premières ventes Je dirais qu'il faut follow tous les artistes qui vous intéressent.
regarder leur story tous les jours parce que c'est souvent, ça sert, je pense pas à grand chose d'envoyer des mails de manière spontanée. Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il vaut mieux attendre tous les de temps en temps. Les artistes, ils sont en mode album ou en mode ci ou ça. Ils mettent un mail, ils disent voilà, envoyez-moi des prods sur cette adresse. Il faut essayer d'être prêt pour tous les artistes que vous aimez. Avoir toujours des prods en stock, des bonnes prods, des prods spécifiques dans certains genres pour certains artistes. Et les choper dès qu'ils disent envoyez-moi des prods. Vous envoyez un mail avec genre vos 3 à 5 meilleurs prods pour cet artiste. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen de placer pour commencer. Et je dirais quand même que vous pouvez mettre des prods aussi sur YouTube et tout, parce que surtout au départ, je pense que c'est non négligeable les sous qu'on peut faire sur BeatStars. Et il y a des prods des fois qui sont très lucratifs. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je connais des gens qui ont des prods sur YouTube qui ont été bien plus lucratifs que des gens qui ont signé avec une prod où ils vendent un MP3 à 30 €, mais ils le vendent 1000 fois. Ouais, on lise. Ouais. Donc, je pense qu'il faut, si vous êtes déter, il faut attaquer partout. Il faut être bien concentré. Il ne faut pas envoyer n'importe quelle prod à n'importe quel artiste, n'importe quand. Il faut follow les bons artistes, envoyer les bonnes prods, nous spécialiser dans un truc. C'est possible. Et voilà. Et en attendant, envoyer sur YouTube. On peut parler de comment mieux marcher sur YouTube. Peut-être C'est la prochaine masterclass. Ouais. Et je serais preneur, je pense que je serais à leur place. Bah moi j'étais d'accord avec ce qu'ils disaient, mais pas trop sur la fin, mais on a deux profils différents, donc c'est intéressant. Moi ce que je fais, c'est que évidemment j'envoie pas des prods comme ça de manière spontanée. J'ai une routine où j'envoie le lundi. En fait, le lundi c'est ma journée mailing et le jeudi c'est ma journée mailing. En fait, le lundi, je programme mes mails pour le mardi et le jeudi je les programme pour le vendredi. Et moi j'envoie à peu près 5000 mails par semaine, donc multiplié par 4, ça fait 20 000 mails par mois. Et en fait, là où je suis d'accord et pas d'accord, c'est que souvent, en fait, si tu veux, les artistes, enfin si vous voulez, pardon, ils vont chercher un type de prod, mais moi j'oublie pas qu'en fait, une prod c'est un peu désuet ce que je veux dire, mais c'est un peu une émotion. C'est-à-dire, genre en mode, il va chercher un truc. Mais si j'arrive à glisser une prod dans ma DA, enfin moi j'envoie que des prods dans ma DA de toute façon. Je fais pas des prods sur mesure, etc., etc. Et c'est ça qui me permet de jamais être fatigué, de jamais être usé, etc. C'est que je suis chez moi et je fais les prods que je veux. Et en fait, après moi j'envoie 5 prods par mail exactement. Et après c'est au bonheur la chance. Donc je pars du principe que voilà, ils vont aimer ce que je fais et il n'y a pas un style particulier, il n'y a rien et voilà. Et j'ai quand même pas mal de retours parce que chaque semaine, en fait, j'ai ce que j'appelle une touch, c'est-à-dire un follow, un DM, une réponse par mail, tu peux me la bloquer celle-ci, tu peux me la bloquer celle-là, etc., etc. Et ça, c'est important, je pense que c'est motivant d'avoir au moins une réponse, c'est ce que j'appelle une touch, un like sur ta photo, une réponse en DM, un follow. Et en fait, ça montre, c'est des petits signes comme ça qui montrent que tu es sur le bon chemin, etc. Et que ce que tu fais, bah, ça plaît aux gens. Voilà. Je fais ça de cette manière-là, en tout cas. Quand tu parles d'une touch, du coup, ça va pas être forcément placement ou quoi. Ça Exactement. Va... Ouais, ok, ouais. C'est exactement ça. C'est un premier pas, du coup, vers... Exactement. En fait, c'est des petites victoires, c'est des petites victoires qui te montrent un petit chemin et qui te motivent au moins, du moins, chaque semaine à te dire, voilà, ce que je fais, c'est bien, etc. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que ça fait un cycle. C'est-à-dire, il y a des... Je pense que pour toi, ça doit être forcément la même chose. Mais il y a parfois, tu es trop chaud, tu as des retours tout le temps, tout le monde te bloque les prods, tout le monde te follow, etc. Et d'une semaine à l'autre, bah, tu as un petit coup de mou, il n'y a personne qui veut tes prods, tu n'as plus de retours, etc. Et en fait, si tu veux, ça refait toujours la même chose. Tu redeviens fort, et après, tu as les coups de mou. Et ensuite, tu reviens fort, etc. Voilà. Tu veux dire là-dessus ouais, c'est vrai, il y a des fois où il y a le creux de la vague. C'est pas évident d'ailleurs. Mais je suis d'accord, tout à l'heure tu as dit ce que tu appelles une touch, c'est une petite victoire. Moi encore maintenant, à chaque fois que j'ai, comme toi tu dis, tu vois une réponse par DM ou un mail ou quoi, en fait c'est toujours un peu excitant. C'est ça. Il y a toujours un mode Exactement. ce qui va se passer maintenant, tu vois. Et je vois ce que tu veux dire par rapport au fait que toi tu fasses que des trucs dans ta DA.
Et je pense que c'est une bonne façon de faire aussi parce que normalement, si tu fais des trucs dans ta DA, tu seras sûrement plus fort. Exactement. Donc tu feras des meilleurs prods, donc tu as plus de chances qu'elles fonctionnent. C'est deux approches différentes. Je pense qu'à ce niveau-là, toi et moi, on va être opposés dans la pratique en tout cas. Parce que moi, je me suis construit en apprenant à faire tout. Alors que toi, tu t'es construit en apprenant à faire ce que tu fais. Enfin, je sais que tu fais autre chose, tu vois, mais voilà. On développera après. Ok. Désolé si on a du mal à suivre le conducteur. T'inquiète, c'est pas grave. Non, mais ça... Top, bah merci. Du coup, toujours dans le topic de on commence à gagner ses premiers euros, donc on commence à essayer de se faire un petit nom en tant que beatmaker. Il y a aussi une thématique en vrai qui revient beaucoup pour les beatmakers en développement. C'est quand même tout ce qui va être vol de prod, arnaque, etc. Bon, le but c'est pas de lâcher les noms ou quoi, mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé et comment en fait on fait pour éviter ça aujourd'hui? Bah, moi personnellement, c'est un peu triste à dire, mais vu que j'envoie énormément de mails par mois, donc forcément il y a des sons qui doivent passer à la trappe, des loops qui ont été retapés, etc. En fait, je me dis que tu es en position de force en fait si tu découvres la supercherie, tu vois. Parce que du jour au lendemain, en fait, indirectement, tu génères de l'argent sans mon accord, sans l'accord de ma propriété intellectuelle, etc., etc. Et tu peux très bien voir le management ou le label, etc. Et tu demandes, par exemple, si demain je veux 10 000, soit j'ai 10 000, soit je fais sauter le son. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi je pense que voilà, en fait, tu es en position de force si quelqu'un, on va dire, utilise ta propriété intellectuelle, tu vois. Mais bon, moi je pense que honnêtement, il y a des sons qui sont pas à la trappe. Enfin, il y a des prods, il y a des trucs qu'on a forcément, c'est obligé. C'est malheureusement un peu... voilà. Parce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Désolé, moi on me demande souvent de retaper les prods. Ouais. Ouais, je comprends. En général, j'explique que je vais pas reproduire la prod. Évidemment. Et souvent, les gens qui me disent ouais, j'ai déjà posé et tout, je dis c'est mort. Faut que je change le BPM, faut que je transpose les accords, faut que je fasse autre chose. Bon, après, voilà, il y a des gars, ils viennent, ils disent ouais, il me faut une drill bresson comme celle-là. C'est la même drill bresson que toutes les drills bressons. Je fais une drill bresson, tu vois. Ouais. Mais dans les cas très spécifiques et tout, en général, je dis ouais, je peux pas vraiment le faire. Mais par contre, de ce qui est donc du point de vue de quand on débute et qu'on se dit ouais, je vais me faire voler mes prods, je dirais on s'en fout. C'est ça en fait. Voilà, envoyez vos prods. Si jamais vous voyez que vous êtes fait voler quelque chose, il y a deux options possibles. Soit vous pouvez rien faire, vous êtes content parce que ça veut dire que vous êtes super fort. Soit vous pouvez faire quelque chose. Et dans le cas où vous pouvez faire quelque chose, en général, un label qui sait qu'il a fait ça en tort, il va pas discuter. Vous le contactez, vous dites ça, c'est ma prod. En général, ils vont dire ok, tu veux combien? Exactement. Ou alors ils vont dire ok, tiens, 1000 euros, fin de l'histoire. Et dans le pire des cas, faut prendre ça comme une force et vous dire ouais, bah, ça veut dire que le truc était bien. Ça veut dire que cet artiste, il a peut-être une fibre avec moi, des atomes crochés avec moi. Et renforcez-vous de ça et continuez. Hein. Ah, je suis grave d'accord avec ce qu'il a dit. Est-ce que vous faites tout ce qui va être par exemple dépôt provisoire, la SACEM, ou est-ce que vous utilisez un peu ces outils-là pour prouver que vous avez l'antériorité sur la fraude, qui peut du coup aider par la suite si vous voulez aller voir l'artiste qui l'a utilisé et dire bah voilà, non, c'est ma prod, il y a ça qui le prouve. Est-ce que vous utilisez un peu ces outils-là mis en place par la SACEM ou... Moi personnellement, je le fais pas. Mais comme je l'ai dit en fait, si je découvre la supercherie, je serai impitoyable. Voilà. Je l'ai déjà été et voilà, je suis impitoyable. Non, en fait après ça arrive, mais quand ça arrive, surtout dans le monde du rap, il y a des gens ils sont pas sérieux en vrai. Je pense que c'est de l'organisation, etc. Il y en a ils sont fainéants ou ils ont pas une bonne. En fait, il y a des gens ils sont pas organisés en fait. Et non, mais en fait, ils arrivent quand même à comprendre, tu vois. Ils arrivent à comprendre, généralement, ça c'est ma prod, vous générez de l'argent sans mon accord, et c'est ma propriété intellectuelle. Non, les gars, il va falloir payer. Voilà. Mais sachez qu'en tout cas, vous êtes en position de force. Parce que, auquel cas, s'ils veulent pas payer, vous pouvez faire sauter le son. Mais en fait, le but dans ça, c'est que vous gardez, vous avez un placement, vous gardez le son,
Et forcément, l'artiste, bah, il a payé un mix, il a payé, si le son il est clippé, bah, pareil, ça demandait du travail, etc. Donc, généralement, comme il l'a dit, il y a soit des atomes crochus, etc. Et on va faire en sorte de s'arranger, généralement. Ah ouais, pour répondre à ta question directement, Ouais. au début, j'étais un peu en mode, je vais déposer mes prods au cas où on me les vole et tout, machin. Et en fait, déposer une prod, bah, ça prend quand même quelques minutes. Quand tu fais 50 prods dans la semaine, au bout d'un moment, ça devient long. Et surtout que tu te rends compte que tu te fais pas voler de prod. Ou alors tu te fais voler une prod, enfin tu vois, je sais pas, t'es pas arrivé 50 fois, je pense. Donc au final, tu te rends compte que tu passes une semaine par an à déposer des prods pour à peu près rien. Après, tu te dis, bon, bah vas-y, c'est bon, j'envoie les prods, on verra bien ce qui se passera, se passera. Et dans tous les cas, comme tu dis, vous êtes en position de force, c'est eux qui sont en tort, c'est vous qui avez le projet avec la date la plus ancienne. Et si ça va jusqu'au bout, ils perdent et ils le savent, donc ils vont pas parler sans trop. Et grave d'accord, juste un truc à rajouter. Sachez qu'en France, en tout cas, la propriété intellectuelle, elle est inaliénable. Ça veut dire qu'il n'y a personne, enfin, il n'y a pas le copyright comme aux États-Unis, etc. Aux États-Unis, il y a des ghost producers, par exemple. En France, la propriété intellectuelle, elle est inaliénable. C'est-à-dire que votre prod, c'est votre prod. C'est à vous et c'est à vie. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc le droit, il protège bien quand même les compos de ce point de vue-là. Par rapport à ce que tu dis, il y a un truc qui est important à comprendre. C'est que même si vous vendez votre prod à un artiste, en fait, vous ne vendez pas votre prod, vous ne vendez jamais votre prod. Vous vendez le droit exclusif de commercialiser la prod. Mais la prod, elle est à vous. En termes de propriété, c'est votre propriété et il n'y a rien qui peut changer ça. À la limite, vous pouvez faire un contrat de cession de droit qui fait que vous ne touchez plus les droits de la prod, mais c'est toujours votre prod. Et je peux même encore ajouter quelque chose. Il y a il y a beaucoup de beatmakers qui ont eu plusieurs placements avec la même prod. Ça existe, même aux États-Unis. Avec la même prod, la même loop. Avec Qubits, ils ont placé 5 fois la même loop. Moi, en vrai, bon, peut-être je ne devrais pas dire, j'ai déjà fait aussi. Donc voilà. Après, elle flippe un peu, elle est flippée la loop. Bah, c'est pas exactement la même. C'est un reverse. Ouais, par exemple en reverse, mais je crois même que j'ai 2 placements avec la même loop. Hein. Enfin, moi, ça m'arrive. Franchement, à la fréquence à laquelle j'envoie, ça m'arrive assez souvent même. Mais bon, après, on essaye de. Voilà. Du coup, question qui découle un peu de ça, mais les prods que tu envoies, est-ce que tu plus envoyer les mêmes prods à plusieurs artistes ou est-ce que vous avez vraiment une sélection hyper détaillée à ce moment-là des prods que vous envoyez, elles sont mises de côté avant que quelqu'un vous donne un retour dessus, que vous avez quelque chose à partager là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas la même réponse. Hein. Moi, je suis un grand pirate. J'envoie tout à tout le monde. Bon, bah, ça va. Le premier qui sort le son, il a gagné. Et en fait, ce que je me dis, c'est que nous, je vais donner un exemple à la con. Imaginons que, en fait, un truc de ouf, vous avez envoyé la même prod à Leto et Damso. Les deux, ils ont fait un son dessus. Il n'y en a qu'un qui pourra sortir le son. L'autre, il va vous faire la gueule. Mais en fait, vous vous en foutez parce que vous avez placé le premier. Donc, on s'en fout. Moi, j'ai déjà eu ce problème-là avec PLK Enima et Titoff Timal. Ils avaient posé sur la même prod. Le son, c'est de Titoff et Timal. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré la cape de PLK. J'ai dit envoie-moi la cap et je t'en fais une prod. Voilà. On a fait une prod de zéro avec SHK. Et sinon, moi personnellement, si j'ai 2 fois le même placement, en fait, ce que je fais, c'est que je prends la loupe et je la flippe. Voilà. Je la flippe ou je mets une autre loupe directement dedans, genre avec le même BPM, mais je remets à la gamme, j'ajuste et voilà, terminé. Après, attention, les artistes, généralement, ils sont en mode non, c'est pas qui la garde, etc. etc. Faut être un peu diplomate. Faut, ouais, t'inquiète, je comprends, etc. Mais moi, je dis toujours, on va s'arranger. Et c'est le but, en fait. C'est le but. Voilà. Mais pour revenir juste sur ce que tu disais, quand tu es entre Leto et Damso, ça va. Mais quand tu es avec un artiste beaucoup plus petit et Damso, et qu'au final, l'artiste beaucoup plus petit, il sort le son et t'as Damso derrière qui fait je remets la prod, je vais faire un truc dessus. Là, du coup, c'est un peu plus compliqué à gérer, quoi, mec. Je dis, on va s'arranger. Déjà, on peut s'arranger. Et ensuite, en fait, soit tu as un contrat avec le petit artiste, où genre il a l'exploitation commerciale exclusive. Dans ce cas-là, on va s'arranger, il faut trouver une manière de faire.
soit s'il n'y a pas encore de contrat qui a été fait ni rien, tu contactes l'artiste, tu me dis gros désolé, c'est pas pour toi la prod. Fin de l'histoire. Et même généralement, les petits artistes, tu veux, ils vont te faire un virement PayPal ou enfin, ils n'ont pas des grosses structures, souvent ils font pas signer de contrat. Et donc en fait, ce qui se passe, bah, ils ont payé la prod, 300 balles. 300 balles, 150, 400, 500, selon le budget de chacun. Mais en soi, il n'y a pas de contrat. Bah, terminé. Je place l'autre prod. Voilà. Franchement, moi je me prends pas la tête. Hein. Moi je me prends pas la tête. Après, c'est comme je dis, il faut être diplomate. Le but c'est de s'arranger. C'est pas, on fait pas le concours de celui qui a la plus grosse. Vous m'avez compris. Le but c'est de s'arranger et voilà. Franchement. Moi, je pense, en tout cas, je sais pas si toi, tu as la même expérience que moi par rapport à ça, mais déjà, de manière générale, un individu, il fait tout pour lui. Dans le rap, comme tu l'as dit tout à l'heure, alors tu as dit, il y en a qui sont pas organisés. Moi, je dirais, il y en a certains qui sont organisés, les autres, ils sont pas organisés. Et ils vont penser à eux avant de penser à qui que ce soit. Si vous avez un bon placement à faire, faites-le. S'il y a un gars qui vous fait la gueule, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de contrat, il n'avait qu'à faire un contrat, c'est sa faute, c'est son problème. Et de toute manière, si lui, il avait pu vous la mettre à l'envers ou quoi que ce soit, il aurait tenté de le faire. Donc si vous avez un truc à faire qui est bien pour votre carrière, faites-le. Et en vrai, si vous êtes chaud, ça, il vous fera même pas la gueule. C'est-à-dire qu'il kiffe tellement vos prods, il va commencer à vous faire la gueule. Il va pas vous faire la gueule. Ouais, franchement. Et en vrai, il y en a, ils ont même oublié qui vous êtes, carrément. Donc, voilà. Ah, vous avez... Ouais. C'est vrai que, de votre point de vue, si ça arrive, vous allez être en mode putain, Damso, il va m'en vouloir. Exactement. Il sait pas qui vous êtes. Vous êtes un nom, vous êtes un mail, ça se trouve même, vous êtes une prod qui lui a été envoyée par WhatsApp par quelqu'un d'autre. Le truc qui s'appelle A12, 4, 22, il sait pas qui vous êtes. Donc, ne prenez pas la tête. Faites toujours ce qu'il y a de mieux pour votre carrière. Prenez une décision avec laquelle vous êtes à l'aise et avec laquelle vous allez pouvoir dormir tranquillement. Et fin. Top, bah, merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, on va passer un peu à l'étape d'au-dessus, quand on commence à se verser un premier salaire. Et du coup, il y a une question qui arrive à ce moment-là. Comment on fait pour se structurer à ce moment-là? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir un éditeur? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir, de trouver un manager? Qu'est-ce que vous avez fait à partir de ce moment-là où vous commencez à vraiment entrer dans le vif du sujet et à vraiment commencer à générer de l'argent? Je pense que... Moi, en vrai, signer dans une maison d'édition, c'est pas une obligation. Moi, je l'ai fait honnêtement, mais aujourd'hui, je suis plus en édition et je gère tout seul. J'ai aussi pas mal de mes gars avec qui j'ai commencé. Benjay, il a jamais signé en maison d'édition. Il a tout géré tout seul, pas de manager, etc. C'est possible. Après, franchement, il n'y a pas de... Moi, je dis chacun son chemin, en fait. Tu peux signer dans une maison d'édition. Moi, là, récemment, il y a des éditeurs, ils m'ont proposé des grosses avances, etc. Et voilà, je me sentais pas chaud de les prendre, etc. Et voilà, en fait, chacun son petit bonhomme de chemin, je pense. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a juste un choix à faire. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux cas. Dans le cas où vous signez dans une maison d'édition, lui va prendre votre partie éditoriale sur les œuvres. Et si vous placez vous-même les prods, vous gérez vous-même les cachets, etc., et que vous savez même déposer vos œuvres tout seul à la SACEM, pas l'intérêt d'avoir un éditeur. Après, le reste... voilà. Par contre, un manager, ça peut être intéressant, mais après, ça dépend. Un manager, son rôle, lui, ça va être de gérer les cachets avec les artistes, etc. Et ça, c'est quelque chose, bon, peut-être on a une manière différente de bosser, mais quand vous devez gérer des sommes, relancer l'argent qu'on vous doit, etc. Et attention, hein, là, par contre, il faut avoir le cœur accroché. C'est bien d'avoir un manager parce que c'est des trucs où ça te pompe ton moral, tu vois, si t'es pas préparé. Et après, bon, ça vient avec l'expérience, etc., etc. Voilà. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, et c'est très intéressant, il faut vraiment être individualiste. J'insiste là-dessus. L'individualisme, c'est pas de l'égoïsme. L'individualisme, c'est on doit faire son propre chemin et il faut penser à soi avant. C'est votre carrière, c'est pas la carrière d'autrui, quoi. Donc voilà. Du coup, moi je dirais que moi je suis pas signé. On m'a déjà proposé de me signer.
Après, contrairement à Medilowski, on m'a proposé 0 € d'avance. Donc j'ai dit non, c'était une vraie structure. Enfin, c'était Punish Me. Je pense que tu connais, Punisher. Ouais, oui, oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Bon, je connaissais déjà des gars qui étaient signés là-bas. Ils faisaient un petit placement de temps en temps, ça faisait rien de spécial. C'était un contrat préférentiel. Donc ça Pack veut de dire, préférence. ouais. Attention, ça. Voilà, donc ça veut dire en gros que quoi que ce soit que vous fassiez, vous devez d'abord lui envoyer, c'est lui qui décide si vous pouvez faire quelque chose avec ou pas. Moi, vu que je suis indé depuis plusieurs années, je produis des artistes. Genre, je produis mon petit frère par exemple. J'ai pas envie de lui envoyer des morceaux que je fais avec mon petit frère pour qu'il me dise A ou B. Donc, je pense que si vous signez un contrat qui vous bloque, ce qui est sûr à 100%, si vous n'avez pas d'avance, c'est chelou. Je dirais non, par défaut. Et après, de manière plus générale, bon, ça c'est mon expérience. Clairement, toi, tu n'as pas eu la même expérience que moi. Mais moi, j'ai un peu du mal avec les gens. Je les trouve pas très organisés, pas très sérieux, pas très rigoureux, pas très honnêtes. Voilà. Donc, dès que j'ai commencé à essayer de travailler avec des gens, ça m'a rapidement saoulé. Et voilà, du coup, j'ai un peu tout fait tout seul. C'est pour ça que maintenant, j'ai mon studio, mes clients, je sais personne. Et je fais ma vie pas trop mal. En vrai, c'est propre ce qu'il dit parce que pour moi, il faut penser comme ça en fait. Parce que même quand j'étais moi dans une maison d'édition et en plus, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de labels, mais là où j'étais, Panenka Music, etc. Et Flab, pour le coup, c'est plus j'évolue dans le business, etc. Plus je travaille avec les gens, tu vois, je me dis, mais c'est ouf. Il n'y a pas beaucoup de labels sérieux, mais en tout cas, eux, ils sont vraiment sérieux pour le coup. Et voilà, même quand j'étais en édition avec eux, ça avançait pas nécessairement à mon rythme, mais c'est normal en fait, parce que ils ont une structure, ils ont des gros artistes, etc., etc. Et vous, en fait, vous voulez que ça avance à votre manière, mais ça avancera jamais à votre manière dans une maison d'édition. Hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Surtout s'il y a beaucoup de beatmakers dedans en plus. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Il y en a, ils peuvent prendre un gros billet. En fait, voilà, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, vraiment. Là, tu as soulevé un truc intéressant par rapport au fait qu'il y a beaucoup de beatmakers. Moi, quand Punish Me, ils ont proposé de me signer, j'ai regardé un peu leur page. Et en fait, tous les placements qu'ils faisaient, il y avait genre 4 beatmakers. À savoir qu'un cachet, c'est pas x4, c'est divisé par 4 si vous êtes 4. Pour vous donner un exemple super concret, moi je suis sur le dernier album de Seth Gecko par exemple. Le cachet c'était 300 €, on était 2, donc moi j'ai gagné 150 €. C'est ce que je peux gagner en une demi-journée. Et la SACEM elle a été signée 1 an après, donc pour l'instant j'ai eu qu'une répartition SACEM, j'ai gagné 12 €. Et au-delà de ça, un truc aussi qui est très intéressant qu'il a oublié de préciser, c'est n'oubliez pas sur les 500, 600, 300 € divisés par 2, il y a des impôts à payer dessus aussi. Et l'URSSAF, elle rigole pas du tout. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Moi, personnellement, mes tarifs, ils sont à la hausse du moins. Mais enfin voilà, faut pas oublier, il y a les impôts à payer et les impôts aussi en droit d'auteur, quoi. Donc voilà. Merci Rizunowski pour la transition, parce que du coup, je pense que c'est une question qui peut être vachement intéressante pas mal de beatmakers. Du coup, en termes de structure administrative, qu'est-ce que vous avez fait vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une SAS, vous avez un statut auto-entrepreneur ou une association? Enfin, je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser, parce que comme tu disais, il y a les impôts, et en vrai, ils finissent toujours par te rattraper. Donc, tôt ou tard. Donc voilà. Comme tu veux. J'ai rien fait. Il est chaud. Comment ça, t'as... Ah, mêlé, quoi. Ils sont YouTube, hein. Moi, personnellement, j'ai ouvert une auto-entreprise. Hein, c'est administrativement parlant, c'est hyper simple. Sachant qu'en plus, vous avez le palier, c'est 76 000 €, je crois, une 73. Voilà. Sachant que la première année, vous bénéficiez de la HAC, donc il y a une réduction sur le taux d'imposition, je crois, à 11%. Avant, c'était progressif, c'était les 3 premières années. Je crois que moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu, genre, la première année, c'était 5.
ensuite 11, et après ça passe à 19, 20, ou je sais plus. Voilà. Mais je trouve que l'auto-entrepreneuriat, c'est bien, et auquel cas, commencer par l'auto-entrepreneuriat, c'est bien. Après, si ça marche, et c'est ce que je vous souhaite, il y a toujours moyen de... Enfin, arrêter une auto-entreprise, c'est, en un claquement de doigts, c'est faisable. Et après, évidemment, on peut passer sur des SAS, des SASU, des SARL, peu importe. Voilà. Mais le statut, moi, en tout cas, moi, je suis auto-entrepreneur. Je suis en enregistrement sonore et édition musicale. Donc, en plus, avec la SACEM, il y a la part éditoriale que tu peux aussi mettre quoi, sur ton auto-entreprise. Donc, voilà. Je pense que pour commencer, c'est bon, fils. Après, voilà. En vrai, pour préciser, c'est vrai que je suis un peu en piraterie, mais j'ai quand même des revenus SACEM. Donc en vrai, j'ai un statut artiste qui est en fait automatique quand vous avez des revenus SACEM. Là, si vous vous inscrivez à la SACEM, vous placez une prod, vous recevez des sous de la SACEM. Juste après le courrier de la SACEM, il y aura un courrier de l'URSSAF. Donc au final, voilà, il faut quand même faire ses déclarations, etc. etc. Mais moi, j'ai été assez inactif à ce niveau-là. Et comme j'ai toujours été indépendant, j'ai de compte à rendre à personne et tout. Donc voilà. Sauf à Marianne quand tu recevras la lettre. Ok, ça marche. Du coup, maintenant on va plutôt parler de comment pérenniser concrètement son activité. Et ce qui est trop cool avec vos deux profils, c'est que toi, Reginowski, tu es beaucoup plus un profil où tu vas aller chercher le placement, tu vas faire du mailing, tu vas aller chercher, tu vas aller faire des touches comme tu disais pour essayer vraiment d'aller placer quoi. Tout à fait. Et toi, Akil, tu es beaucoup plus dans une économie où tu vas avoir ton studio, tu vas faire ton mix, ton mastering, tu vas rec, donc quelque chose qui va plus marcher par le bouche à oreille et où tu vas avoir vraiment une économie portée sur ton studio et l'écosystème que tu as créé. Et du coup, là, une question qui est plus tournée pour Reginowski, mais sur laquelle tu pourras répondre aussi, est-ce qu'on peut vraiment bien vivre juste avec la vente de prod aujourd'hui en étant beatmaker sans diversifier ses activités? On peut toujours. Ça me fait penser avec BeatStars, etc. Les gens ils disent le marché il est saturé. En vrai, il y a plein de métiers où c'est saturé. Il y a toujours moyen de réussir, je pense. Moi, je dis c'est faisable. Après, moi, en tout cas, ma plus grosse source de revenus, c'est la SACEM, donc les droits d'auteur. Après, pérenniser, stabilité, c'est des mots qui sont très compliqués en vrai. Surtout que les placements, tu les as pas toutes les semaines, etc. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je travaille avec des gros artistes, mais aussi des petits artistes. Et les petits artistes, ils sont plutôt vifs, ils mettent les sons sur DistroKid, etc. C'est assez rapide. Et à moins de gratter un petit billet assez sympa. Donc, en fait, j'allie gros placement, petit placement. Et voilà. Moi, personnellement, ce mois-ci, j'ai quasiment fait 10 000 bruts. Voilà. Mais après, attention, parce qu'il y a eu la répartition SACEM, etc. Mais après, attention, les 10 000 euros, c'est pas tous les mois, etc. Et en fait, indirectement, tu trouves ton équilibre. Tu trouves ton équilibre, ok, t'as ta SACEM là, c'est trimestriel, j'ai mes impôts à payer, j'ai ça à payer, j'ai ça qui va rentrer, ok. Mais je pense que ça demande un petit peu de temps. Et par contre, et ça c'est un peu la chance que j'ai eue, c'est d'avoir bossé directement avec PLK, etc., qui a un artiste qui tourne pas mal, que ce soit de la tournée, l'album il tourne bien, c'est passé en radio, etc., etc. Donc évidemment la SACEM elle n'est pas négligeable de ce point de vue-là, même si j'aurais pu toucher plus si j'avais ma part éditoriale et je ne l'ai pas, donc j'aurais pu gagner beaucoup plus. Et pour terminer aussi, un truc intéressant, peut-être que je sors un peu ta question, mais pardon. Ma dernière répartition, c'était OK Cool, dans le son que j'ai fait avec CEO Trey et les Gunay la posé sur remix. J'ai été payé sur ma répartition SACEM 3 000 € par TikTok USA. Donc, donc franchement, à pas sous-estimer quoi. On va pas sous-estimer, sachant que je crois sur ce titre-là, je suis split en deux avec le gars qui m'a passé la prod, SO à Q d'ailleurs. Et voilà, donc, et là je crois qu'il y a une répartition en janvier, donc c'est trimestriel, c'est 4 fois par an. Et je pense qu'il va être pas mal aussi parce qu'il y a TikTok qui rattrape et en plus il y a les streams, etc. etc. Voilà. Ok, c'est bien que tu parles aussi des artistes américains, parce que du coup, une question un peu tournée là-dessus, mais concrètement, c'est quoi la différence quand tu vas bosser aux États-Unis avec le fait de bosser en France là-dessus?
Le prix des cachets directement, hein, franchement, aux États-Unis, moi je sais que pour CEO Trail, franchement, on peut s'en sortir pour un billet d'entre 3 et 4 000 euros, hein, la prod. Ok. Le Mais cachet. ouais, le cachet. Mais c'est indirectement, je crois que j'ai des points royalties aussi sur le contrat. Donc, et j'en ai genre 3-4. Hein. Là où en France, parfois, ils galèrent à t'en donner un. Et parfois, ils te les payent pas parce que, enfin bref. Parce que voilà, ils sont pas organisés. Bref, peu importe. Aussi, un truc intéressant, souvent, quand vous travaillez avec des gros artistes, vous pouvez avoir la prime à l'assertif. C'est-à-dire que si l'album il fait disque d'or, bah, vous pouvez toucher un autre 1000 euros. Si l'album il fait platine, bah, c'est 1005. Après, pareil, au single, si le single il fait or, bah, c'est 1005. Enfin voilà, bref. Et ça, tu le négocies du coup au départ? Exactement, Ou- tu négocies au départ. Ça, c'est un bon filon en vrai. C'est un bon filon. Moi, je préfère ça que des points parce que les points, ça paye mieux, mais parfois ils oublient de les payer, il faut être derrière, etc. Enfin bref. Et, euh, je connais certains beatmakers, bah, voilà, qu'on connaît, lui et moi. Ils ont vendu des prods à 20 balles, tu vois, aux États-Unis. Donc 20 000 euros la prod, ça te fait l'année, quoi. Après, ne pas oublier Marianne, toujours. Les impôts. Voilà. Sinon, avocat fiscaliste et 4 000 euros pour mettre une croix sur ta feuille d'imposition. Mais bon, voilà. Tu veux rebondir, Kimo? Ouais, bien. Je pense que du coup, toi, tu as eu cette rencontre avec PLK assez rapide. Je pense qu'en vrai est quand même un scénario préférable au mien, si je dois juger, tu vois. Mais en tout cas, dans mon cas, si vous n'avez pas un placement rapide. Euh, Moi, ma manière de pérenniser mon business, ça a été justement de diversifier mes services et d'apprendre à enregistrer, d'apprendre à mixer et de faire de la prod sur mesure. Ça veut dire que moi, de base, j'écoute genre 95% de R&B US, genre Party Next Door et des trucs comme ça. C'est chaud. En France, pas trop. Du coup, je faisais des prods un peu différentes, je les envoyais sur YouTube et tout. Il y a des gens qui commençaient à me demander des prods. Et au début, je disais, bah non, j'ai pas de prod comme tu me demandes. Puis après, j'ai commencé à me dire, bon, bah, j'ai qu'à y répondre si j'en ai, en faire une, lui envoyer. Et en gros, petit à petit, j'ai commencé à faire des prods de n'importe quoi, en gros. Et après, le step d'après, c'était de dire aux artistes que je pouvais les enregistrer. Et le step d'encore après, c'était de dire aux artistes que je pouvais les mixer. Donc pour ça, bah, forcément, il faut un local et tout, c'est pas spécialement facile. Mais en fait, ça fait que vous avez besoin de beaucoup moins de clients pour pérenniser votre situation. Dans le sens où, du coup, si vous vendez une prod à un gars, vous pouvez directement lui dire, bah vas-y, passe au studio, je t'enregistre, comme ça on fait le son ensemble. Vous pouvez faire un petit peu de réal. Je parle pas de points réal, de sous ou quoi, mais vous pouvez mettre votre patte un peu dans le son, enregistrer le gars comme vous l'entendez. Déjà, le son, peut-être, ça vous correspondra mieux. Vous prenez votre billet pour la session studio. Et si vous savez mixer, bah, vous pouvez lui dire directement, bah gros, si tu veux, je te mixe le son, vas-y, comme tu m'as acheté la prod, comme c'est moi qui t'ai enregistré, je te fais un petit mix pas trop cher. Et du coup, en fait, en un gars qui va faire un projet, ben, moi, je lui fais les prods sur mesure, je enregistre tout le projet et je lui fais le mix master de tout le projet. Donc, en gros, en un gars qui n'est pas très connu, où on peut se dire, bon, bah, il n'y a pas trop d'intérêt, ben, moi, il peut me rapporter 1000 euros dans l'année. Et après, au final, si vous avez par exemple 20 personnes avec qui vous travaillez, bah, ça fait quand même 20 000 euros. Et des fois, il y a des, comme tu as dit tout à l'heure, hein, des fois, il y a des mois où on fait plus, des fois, il y a des mois où on fait moins. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des périodes aussi, tu vois. Genre début d'année, avant l'été, ce conneries comme ça. À la fin de l'année, il y a tout qui vient. Juillet, août, c'est un peu les mois touchdown, tu vois. Et ouais, en général, c'est le dernier trimestre qui est le plus busy. Mais moi, ma manière en tout cas de pérenniser mon business, et ce qui est cool, c'est que je m'amuse bien quand même à faire ça. C'est que du coup, je travaille avec des artistes de manière assez proche. En plus, maintenant, comme j'ai pas mal d'années d'expérience et des placements avec des assez gros artistes, bah, les gens, ils ont confiance en moi. Donc voilà, je les guide un petit peu, on fait la prod, on enregistre dans la foulée. Le gars, il parle, il me laisse le mix, il me paye, il reste. Et je pense que le mix, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir une vie plutôt cool. Parce que je mixais assez vite, assez bien, en toute modestie, mais souvent les gens ils sont contents. Voire même des fois, il y a des gens qui mixent avec moi, après ils mixent avec quelqu'un d'autre qui est plus cher, en disant ouais, je vais passer au step supérieur. Et ils m'envoient le mix, ils me disent ouais, gros, je suis passé par un autre gars, mais franchement, j'aime pas, est-ce que tu peux le faire? Donc voilà, je pense que je suis assez efficace. Et un mix, on va dire, je prends, quand on m'envoie les pistes, que c'est pas moi qui ai enregistré, je fais une différence de prix pour inciter les gens à enregistrer avec moi.
Donc si c'est moi qui ai enregistré, je prends 100 euros pour le mix master, ce qui est très bas. Et si c'est pas moi qui ai enregistré, je prends 150 euros. Un mix à 150 euros, des fois je prends 1 heure. 1 heure 150 euros, c'est pas mal. Ouais. J'ai un autre truc à ajouter aussi. Moi, en tout cas, là où j'ai réussi à avoir une stabilité, on va dire, un peu dans mon domaine, c'est que je suis passé d'un mec qui faisait des prods de A à Z à un gars en fait qui a complètement détaillé sa musique. C'est-à-dire, bah, moi je commence, je joue FL Studio par exemple, moi je suis sur FL, mais on s'en fout, on sort. Je commence par faire un starter, je sauvegarde, je finis le starter, je fais une loop, je sauvegarde, et ensuite avec cette loop là je fais une prod, et je sauvegarde, et j'envoie les trois. Donc en fait, avec mon starter, bah, je peux avoir une collab de loop, avec ma loop, je peux avoir une collab avec un beatmaker, et avec ma prod, je peux avoir un placement avec un artiste. Tout ça, vous multipliez par 5000 par semaine, x 4, ou 20 000 par mois. Et donc en fait, si vous voulez, sur le tas de trucs que vous avez, bah, il y aura forcément des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont poser, il y a des gens qui vont liker les prods, c'est comme ça que j'ai des touchs en fait. Les gens ils me follow, ils me disent c'est lourd ça c'est bien ça. Il y a des loopmakers qui me disent putain tes starters ils sont trop bien, mec, j'ai fait le starter en 5 minutes. Enfin bref, il y a tellement de moyens. Pareil, s'il y a des gens ici qui savent faire des petits montages, vous mettez des free loop kits sur BeatStars ou que vous partagez sur votre Instagram. Il y a tellement, il y a plein de trucs en fait. On n'en a pas encore parlé, mais les loop kits, C'est un cheat code les loop kits. Ouais. C'est un cheat code. Même moi qui suis installé, je vais essayer de faire un loop kit par mois. Quitte même à payer des ads sur Instagram, genre je paye 100 euros de ads par mois. Loop kit, ça apparaît sur le feed d'un beatmaker, il l'utilise. Ça coûte quoi 100 euros si avec la même loop je peux avoir 5 placements et des prods et vendre des prods, je sais pas moi, allez on va faire la fourchette basse, 1000 euros tu vois. Enfin bref, franchement c'est... Moi je trouve qu'il y a plein de moyens de faire de l'oseille, et même indirectement par rapport au son, s'il y en a qui ont des petites bases de DJ, etc. Enfin voilà, enfin, je veux dire, tu fais une soirée dans la semaine, c'est 150, tu multiplies par 4, bah, ça te fait un petit revenu complémentaire, tu vois. En vrai. Donc bon. En vrai, après, franchement, il faut se mettre la tête dedans, il faut être régulier, la discipline aussi c'est hyper important. Et après, vous verrez, vous allez trouver votre chemin tout seul. Vous allez dire, ok, là je me sens bien dans ça, je fais ça comme ça, etc., etc. Mais la clé, en tout cas, je pense qu'il va être d'accord avec moi, peu importe la manière qu'on a de bosser, ici tous, on en a tous une différente. Le but, c'est la régularité et la discipline. Voilà. Je pense que la différence, elle se joue là. Entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne va pas réussir. Parce que talentueux, en vrai, t'arrives à un moment où tout le monde fait des bonnes prods, en fait. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Bah, le mec qui est plus assidu. Voilà. Ouais, entièrement d'accord avec ce que tu as dit à la fin. Moi, j'ai quand même des semaines très lourdes. Du coup, avec ce que tu dis, j'imagine qu'en vrai, toi aussi, on pourrait penser qu'en fait, tu fais 2-3 prods dans la semaine, tu les envoies, puis des fois tu places, mais ça a l'air d'être bien busy. Mais ouais, c'est des grosses semaines. Après, c'est quelque chose qui me plaît. Donc en fait, quand je me lève le matin, je suis pas du tout en mode putain, encore une journée, je sais pas pourquoi je me lève. C'est genre, je me lève, je sais que j'ai ma séance de 14 à 18, après je vais faire un mix de 18 à 20, après j'ai une autre séance de 20 à 23 par exemple. Et c'est des gars que je connais, avec qui je m'entends bien, qui me font confiance, qui me respectent, que je respecte. Ils vont venir à la maison, en vrai on va rigoler, on va faire de la musique, on va écouter des musiques, on va bien s'amuser, et moi je vais être payé. Donc c'est carré. Et c'est sûr que je pense que en fait c'est au moins aussi important de se voir comme un homme d'affaires que comme un musicien. C'est-à-dire que vous ayez un emploi du temps. Après, je sais pas jusqu'à où on a besoin d'aller, mais moi j'ai un réveil le matin, j'ai une routine, réveil, sport, graille, séance, jusqu'à telle heure, à telle heure, j'arrête. Bon, sauf exception, mais voilà, je fais vraiment une routine, une organisation avec de la rigueur. Et je suis pas du tout en mode, bon, bah, je suis à mon compte, donc si demain j'ai un pote qui me propose un truc, bah, en vrai, je peux y aller. Et genre, je dis non, je tape. Comme si, au final, c'est bête, hein, mais comme si j'avais un patron, mon patron, c'est bon. En fait, ça revient au même dans la forme, mais c'est beaucoup plus agréable. Et par rapport au loop, j'ai vu beaucoup de vidéos dernièrement, je sais pas, pour ceux qui parlent anglais en tout cas, ça décuple les ressources sur YouTube, que ce soit des trucs de stratégie, des tutos beatmaking ou quoi. Si vous pouvez regarder des trucs en anglais, ça fait que vous avez accès à 10 fois plus de contenu. Et j'ai vu beaucoup de gars dernièrement qui faisaient des chiffres faramineux, genre des 30 000 euros par mois. C'est bon, je vois qui ça.
Il y en a plusieurs. Hein. Non, mais. Un mec avec un œil un peu malade comme ça. Un blanc. Ouais, qui a les cheveux coiffés comme ça, Ouais. qui a une vie là. Ouais. C'est bon, on parle. Ah ouais. Et genre, mais il y en a d'autres. Hein. J'en ai eu 3-4 au moins autres, tu vois. Et des gars qui font genre 30 000 euros par mois en faisant des loops d'un style particulier. Genre, j'ai vu un gars, je crois, qui mettait, il appelait ça Old Kanye. Donc genre Kanye à l'ancienne. Parce qu'on sait qu'il y a une niche incroyable là-dedans et c'est des gens en plus qui sont souvent des gros aficionados de musique. Donc c'est des gens qui sont prêts à dépenser. Il y a des petites stratégies comme ça. Et le gars, il disait que lui, il faisait que des loops. Il faisait un beau visuel pour son loop kit. Il mettait ça sur YouTube, sur Instagram. Comme tu as dit, il mettait une ad sur Instagram, une ad sur YouTube. Et en gros, il s'est fait un nom en tant que loop maker. Et du coup, il a des placements aussi. Je crois qu'il a passé Future et Cisa il n'y a pas longtemps. Sur la boîte de Khaled, je crois. Ouais, il a beaucoup de placements. Et le gars, il dit qu'il fait beaucoup plus de sous avec ses loops qu'avec ses propres prods. Et au final, il s'est spécialisé là-dedans, quoi. En fait, pour compléter ce que tu disais, en fait, il bosse beaucoup aussi avec des BeatStars top sellers, genre, des gros vendeurs sur BeatStars. Et en fait, moi, j'ai mon PayPal qui se recharge plus ou moins automatiquement comme ça. C'est-à-dire que j'ai scrappé en fait beaucoup de mails de top sellers BeatStars et même des mecs qui ont genre 1000 abonnés, 5000 abonnés. En fait, je m'en fous. Je vois on va dire le nombre de personnes à qui j'envoie. Et en fait, sur ça, vous grattez 50% de la prod, de la vente. Donc là, cette semaine, il y a un gars, il m'a dit, le gars qui a, je crois, 20 000 abonnés sur YouTube, il m'a dit, j'ai un client là pour une exclusivité à 1000 euros. Donc par deux, je touche 500. Et la loupe, elle est vite fait, il m'a dit, en plus, je lui ai dit, mes loupes ne sont pas exclusives, tu vois. Mais bon, pour celle-là, parce que c'était une vieille loupe, en vrai, bon, après, c'est à titre personnel. Je la trouvais pas ouf. Je lui ai dit, vas-y, hop. Comme ça, j'ai touché 500 euros ce mois-ci, comme ça, ouais. Donc à ça, tu ajoutes les cachets qui rentrent, les prods avec des jeunes artistes en développement, etc., où je récupère des petites sommes. Ils me payent en PayPal ou en espèces. À ça, tu ajoutes les gros placements et à ça, tu ajoutes la SACEM. DistroKid aussi, non, t'as dit tout à l'heure. DistroKid aussi, ouais, pour les artistes qui n'ont pas nécessairement un gros budget. Généralement, ils me laissent 20% du master sur DistroKid. Après, j'ai pas encore fait des grosses sommes, mais ouais, ça rentre sur DistroKid et ça coûte 20 euros par an, je crois, DistroKid. Ouais, le moins cher, c'est ça, c'est 20 euros par an. Et moi, j'ai, à mon échelle, pas mal de sous sur DistroKid. Parce que je bosse, comme je l'ai dit tout à l'heure, je produis ou coproduis des artistes. Et des gars que je connais depuis longtemps et qui j'ai un peu commencé et tout. Et au final, moi, des fois, je prends 50% du master. Mais c'est parce que je dis, par exemple, ok, si je te fais la prod, tu me passes 30%. Mais si tu veux, vu que j'aime bien la prod, que j'aime bien ce que tu fais et tout, viens chez moi, je te règle, je te mixe, et on fait 50-50. Et du coup, en vrai, je crois que sur DistroKid, j'ai genre 128 sons qui me rapportent des sous. C'est énorme. Ouais. Merde, c'est bien. Et du coup, même si chaque son, il me rapporte 2 euros par mois, bah, au final, ça fait 260 euros. Et ça se stack, en fait. Donc, l'année prochaine, j'en aurai 200. L'année d'après, j'en aurai 300. Et il suffit qu'il y en ait un qui me rapporte plutôt 10 euros par mois. Et dans 5 ans, j'en ai 1000 des sons. Et même s'il me rapporte 2 euros par mois, bah, ça fait que mon DistroKid, il me fait un salaire sans rien. Moi, je ne travaille plus pour ça. Ça vient, ça rentre tout seul. Donc, essayez aussi, ça peut être un bon moyen de vous arranger avec des DistroKid. Je vous mens pas, la plupart du temps, ça ne vous rapportera pas beaucoup de sous. Mais faites-vous un compte DistroKid, proposez ça à des artistes quand vous voulez placer, que le gars il commence à parler chinois. Dites, ok, bah, au lieu de me passer 100 euros, passe-moi 50, mais je prends 15 ou 20% sur ton DistroKid. On n'est pas à l'abri qu'un gars il perce, même des gars nuls ils percent. Faut pas juger. Ah, surtout avec TikTok en fait. Ouais, voilà. Et même je dirais, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Moi, pour moi, ça c'est toujours fait pour les beatmakers. Parce qu'en fait, c'est un bon moyen de sortir des singles en tant que beatmaker. Artiste beatmaker, on dit ça comme ça, même si un beatmaker est d'office un artiste, mais en fait, c'est un bon moyen de sortir vos propres sons avec des artistes en développement ou pas. Désolé, la question elle est hyper longue là. C'était la question, pas moi. La question c'est comment pérenniser tout ça. Mais on est dans le thème en vrai, donc. Là c'est pourtant, j'ai pas envie de tenir le crachoir là, comme ça là, hyper longtemps. Mais... Ah non, t'inquiète. En fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, j'ai plusieurs projets à mon actif, enfin projets d'artiste, avec Hakim Beats en artiste principal. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui sont pas connus, c'est des potos à moi, des trucs comme ça. Et l'année dernière, fin d'année, j'ai sorti un projet avec Lapraps, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un gars de Montpellier, c'est un peu un alliance, tu vois. Alors, il a pété vraiment, on va dire, il y a 10 ans, jusqu'en 2016-2017. Et après, bon, en gros, pour des raisons personnelles, tu vois, il a plus trop sorti de musique et tout. Mais il a des sons quand même à genre 2 millions de streams, un truc comme ça. Et c'est un gars un peu boom bap, kicker, tu vois.
Et puis on est rentré en contact via une compilation et tout. On a sorti un projet ensemble. Le projet sur Spotify, il a genre 300 000 streams. Il y a 2 clips qui sont sortis, je crois, qui ont aussi plusieurs dizaines de milliers de vues. Il y a des streams sur Apple Music, il y a des streams sur Deezer. Moi, je prends une partie de ce projet. En vrai, 250 000 streams, ça doit générer genre 10 000 balles. Donc, un petit chiffre là-dessus, ça fait que dans l'année, tu prends 2 000, 3 000, 4 000 selon le pourcentage que le gars te donne. Et ce qui est très important, c'est que ça renforce ton image de marque. C'est-à-dire que les gens, ils voient Kimbeats, tu as un nombre d'auditeurs par mois. Et après, quand tu veux travailler avec quelqu'un, tu peux carrément vendre ça en disant écoute, viens, sur un projet, on met mon nom, on fait 50-50 sur les splits. Gros, j'ai plus d'auditeurs que toi. Je suis plus connu que toi. Spotify, j'ai un meilleur album que toi. Donc voilà, et ça vous permet de renforcer un peu avec Louise ou Khaled et d'avoir votre image vous en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, je conseille fortement, excuse-moi, Vas-y, je t'en prie. je vous conseille fortement de ne pas penser que beatmaker c'est un métier de l'ombre. Je vous conseille de sortir de l'ombre, de mettre votre tête par exemple sur Spotify, Spotify miniature, faire des stories avec votre tête, faire des posts où vous habillez bien et vous êtes beau, parce qu'en vrai, ça joue vraiment. Et il a grave. Et c'est pour ça que je disais en fait c'est le futur pour les beatmakers parce qu'en fait DistroKid indirectement tu peux mettre ta musique assez facilement sur internet, sur Spotify, sur les plateformes, etc. Et du coup pour ceux qui n'ont pas de budget, voilà, vous grattez un 50% et ces sons ils marchent. Comme je l'ai dit sur TikTok, etc. Bon, il y a un peu des sons un peu cheesy sur TikTok, mais voilà, le but, la question, c'est pérenniser son activité. Donc bon. Non, trop bien en plus parce que vous avez répondu à toutes les questions. Il y avait une question sur ton studio, ça t'as répondu. Il y avait une question sur les autres sources de rémunération et du coup vous avez donné plein de pistes. Donc trop bien. Il reste 2 petites questions avant que vous puissiez poser les vôtres. C'est ça. Une question en vrai qui revient souvent, mais je pense que c'est un peu intéressant d'en parler, c'est tout ce qui est lié à l'IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font avec l'IA dans le beatmaking et même, c'est un peu en train de révolutionner le business model de la musique. Est-ce que vous l'utilisez déjà? Et qu'est-ce que vous en pensez de façon globale? Ouais, ça va être rapide parce que j'ai jamais utilisé de voilà. Moi, j'utilise. Et c'est un petit cheat code. Mais je peux pas sortir tous mes cheat codes. Ça pleure, gros. Non, ce cheat code-là, il est chaud quand même. En vrai, je fais des starters avec ça. Mais vous pouvez même faire des loops avec ça. Sur Splice, après, il y a Arca non. C'est pas tellement de l'IA, mais sur Splice, en tout cas, il y a une feature qui s'appelle Stacks. Ah ouais, il y a un connaisseur là, il connaît. Un petit filou là, il connaît la terme. Et en gros, avec Stacks, si tu veux, sur Splice, tu as ce qu'on appelle des loops, des one-shots, bref. Et en gros, tu choisis un thème, tu peux choisir genre synthé années 80, et en fait, il te met plusieurs stacks de drums, de plusieurs instruments en fait. Et en gros, ça te crée une loop sur mesure ou un starter sur mesure. Donc moi, je le prends, je le fous dans mon FL et je le flippe. Et parfois, je l'envoie comme ça. Ça marche. Je suis un pirate, moi aussi, avec. Ça marche. Ok, dernière question. Du coup, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais pour vous, c'est quoi être un beatmaker aujourd'hui concrètement? Waouh, c'est dur ça. Ouais, c'est la question de la fin. Du coup, pour moi, concrètement, c'est surtout être un entrepreneur. C'est ce que je veux dire. Ouais, ça veut dire que tu dois te démerder dans la jungle et devancer les autres, être intelligent, diversifier tes revenus, avoir un bon contact, avoir une bonne image. Donc en fait, moi je vois vraiment Hakim Beats, je vois ça comme une marque. Pour moi c'est comme Nike. Bon Il y a pas l'épaisseur d'un papier, d'une feuille en papier, vraiment de ce que tu as dit, c'est pile ça. L'entrepreneuriat en fait, finalement il n'y a que comme ça que ça marche. Mais parce qu'en vrai, tout à l'heure on parlait des labels, des gens qui sont pas organisés, mais il y a beaucoup de beatmakers qui sont pas organisés aussi. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont faire un effort, mais je pense que ça doit vous arriver ici, parce que franchement, moi je suis passé par là, donc c'est obligé, vous passez par là. C'est par exemple, vous allez vous dire, vas-y, ce mois-ci, je bosse comme un ouf, et après les 2 mois qui suivent, vous faites rien. En fait, c'est ça le problème. La réussite, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la discipline. Et comme le dit sagement Mike Tyson, et c'est pas un oxymore, la discipline, c'est de faire des trucs qu'on n'aime pas comme si on aimait les faire. Et en fait, ça va payer en fait.
Surtout quand tu vois qu'il y a des gens, par exemple, ils font la fête, etc., et toi, t'es devant ton PC, bah, tu bosses, tu refais de look, tu refais de travail, etc. Bah, ça, en fait, tôt ou tard, ça paye. Ça, tôt ou tard, ça paye, c'est sûr. C'est obligé. Et après, pardon, excuse-moi. Et après, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver votre propre chemin tout seul. Genre, ok, je fais ça fonctionne, etc. Ok, bon, je continue dans ce domaine-là. Après, il y a des idées qui viennent. Moi, là, personnellement, j'ai ouvert une chaîne YouTube et un Beatstars. Je l'ai fait là, il n'y a pas longtemps. Je mets des prods sur YouTube, je l'ai dit à personne, je vais voir comment ça marche, etc. J'ai des petits vues, des 5 vues, hein, et pourtant, j'arrive quand même à gagner des sous avec le son. Mais voilà, j'ai envie de voir comment ça marche, et ça me permet aussi de diversifier mon business. Voilà. Et après, je pourrais même faire une formation DJ, j'en sais rien, enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Et aussi, le fait d'avoir une routine, c'est mon point de vue, le fait d'avoir une routine, ça va vous permettre de trouver du temps en fait. Ouais. Ça va vous permettre de trouver du temps. En fait, du fait que j'ai une routine, bah, je peux caler mon sport à 19h tous les jours, je peux caler ça à cette heure-ci, etc., etc., quoi. Donc voilà. Faites du sport, c'est important. Au moins pour la tête, c'est important. Ça va finir sur un compte entrepreneur. Non, bah top. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi vous? Excuse-moi, je peux rajouter des petits trucs Yes, vite fait. ouais. Bien rapidement, je veux juste dire par rapport à Splice, moi il y avait un moment où j'avais comme un peu une retenue par rapport au sample. Il n'y avait pas de retenue. Prenez des samples qui sont bien, retravaillez-les, envoyez-les, faites des boucles avec. On s'en fout. Il y a plein des gens qui font ça. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est la jungle. Prenez des samples, utilisez-les, utilisez Arcade, utilisez Splice et faites des trucs cool. Et par rapport à un truc aussi que j'ai fait dans mon cas pour pérenniser mon business, Yes. ça m'est arrivé d'inviter des artistes qui étaient un peu connus, en début de buzz, hein, pas des gars super connus, et en fait de les appâter en leur disant ben viens, genre moi j'ai un studio, viens avec tes potes, je t'enregistre, tu payes pas. Genre la fève, c'est comme ça que ça s'est passé. Il était pas très connu à l'époque, mais je lui ai dit viens à la baraque, moi j'ai un studio, viens, on est bien, on est à l'aise. Il est arrivé avec ses potos, on s'est posé, je leur ai proposé des bières, et après on a beaucoup, voilà. Ouais, c'était un moment cool en fait. Donc voilà, faut aussi appâter les gens en leur proposant des trucs qu'ils ont peut-être pas ailleurs. Donc peut-être qu'un artiste pas très connu ou qui est en train de monter, que vous appréciez, ce sera peut-être un gros point pour vous, un positif, un truc en votre faveur, que vous puissiez l'enregistrer ou le mixer ou voilà, lui proposer un cadre sympathique en plus des prods. Juste pour rebondir sur Splice, j'ai fait un placement en 5 minutes avec Junior Bendo et Fior de Bord. Loop Splice, la flûte là, c'est la seule prod drill je crois que j'ai fait. Non, j'en ai fait une deuxième. Là, je fais pas de drill moi personne. Mais c'est simple, il y avait la Loop Splice, je l'ai fait écouter, ils m'ont dit c'est ça. Je dis ah, attends, je vais pas la prendre, je vais essayer de la refaire différemment. Il m'a dit non, prends ça. J'ai pris une base de drum dans une autre drill que j'avais, j'ai foutu ça sur la feuille 5 minutes, ça y est, il commençait déjà à chanter. Donc comme il a dit, c'est la jungle, il faut prendre la loupe, enfin voilà, on s'en fout. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, hein, je vous jure. Parfois, on se pose trop de questions et le but, c'est de s'amuser, de faire du son et être sérieux, régulier, etc. Voilà. Trop bien. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en, moi c'est le moment. Personne? Ah, yes. Genre, je suis Teddy, je fais du beatmaking depuis 5 ans, à peu près. Et je voulais savoir, niveau mixage, comment vous avez fait niveau mixage, comment vous avez fait pour vous améliorer des tips ou des techniques, je voudrais savoir. Je vais répondre vite fait, après il y a le gars qui fait des mix là, qui va te répondre direct. Moi je pense en vrai, pour ce qui est du mix, franchement, ça vient avec l'expérience, ton oreille, c'est un muscle, ça se travaille en vrai, ça vient avec le temps en vrai, et il n'y a pas de raccourci sur ça. Il n'y a pas de raccourci. Ça viendra avec le temps. Moi je dis une histoire de niveau en vrai. En vrai, tu fais les niveaux déjà, c'est déjà pas mal. Et après, en fait, c'est un peu bâtard dans le sens où aujourd'hui, moi, il y a des gens qui posent sur mes MP3 carrément, sans les pistes.
Donc, tu vois, ça vaut mieux que ton mix il soit bien en fait de base. Mais d'un autre côté, bah, t'en as, ils font des mix chez Hakim Beats par exemple. Et là, Hakim Beats, il rattrape tout. Voilà. Ça dépend après, faut que le son qu'il soit aussi de qualité. Mais voilà. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, je dirais que le temps, ça vient. Ça, c'est un truc qui vient avec le temps. Un truc qui vient avec le temps. Alors, je suis désolé gros, mais je suis assez d'accord avec Rezanowski. Je me rappelle encore de... Bon, ça fait 5 ans que tu fais de la prod, donc je pense que tes mix sont bien en vrai. Mais en fait, je me rappelle d'une époque où j'avais regardé des tutos, des gars qui me disaient ouais, mon kick, je le compresse comme ça. Il y a même des gens régulièrement qui me DM, qui me disaient ouais, t'as fait quoi sur ton style et tout. Et en vrai, je pense que c'est surtout, alors une question de niveau, c'est sûr. Mais c'est aussi énormément une question de choix d'instruments. C'est ça, la sound selection. Ça veut dire, il y a des fois, il y a des gars qui m'envoient des prods. Ils me disent, ouais, gros, genre, mon kick, il sonne pas bien, comment je le mixe? Et je dis, ton kick, il sonne pas bien, c'est que c'est pas le bon kick. Enlève-moi ce kick et mets un kick qui sonne bien. Et en vrai, malheureusement, j'ai pas de réponse précise à t'apporter parce que ça m'a fait exactement comme ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'au début, j'essayais de mixer des kicks, je sais pas quoi. Mais à force d'avoir des packs, des kicks que j'aimais bien et tout, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Et un jour, c'était mieux. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, et un autre jour, c'était encore mieux. Je sais pas pourquoi. Après, moi, je suis plus pour dire, pour moi, si t'as le temps, si t'as 2 heures, il vaut mieux faire 2 prods que travailler une prod en 2 heures. C'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde. Mais en fait, moi, je m'améliore plus en refaisant une prod qu'en bossant la même prod qui est moins bonne que la deuxième que j'aurais fait juste après. Parce que celle que j'aurais faite juste après, j'aurais été fort de l'expérience de celle d'avant, tu vois. Donc en gros, pour moi, il vaut mieux faire 50 prods dans la semaine qu'une prod que tu bosses de ouf jusqu'à ce qu'elle soit bien. Parce qu'au final, ta 50e prod, elle sera mieux que ta première. Beaucoup mieux, tu vois, parce que tu en auras fait 49 et du coup, en fait, à force, je pense que indirectement, tu te rends compte que tel snare, il est bien, tel snare, il est pas bien. Tel genre de prod, ça passe mieux avec un rig shot. Tel kick, en fait, tu croyais qu'il était bien, tu te rends compte qu'il est pas bien, t'en as trouvé un au pif, il est beaucoup mieux. Que tu vois, tu vas te rendre compte à chaque prod, tu te rends compte un petit peu plus d'un truc. Et après, ça sonne bien. Attends, j'ai une question pour lui. Du coup, quand tu dis comment s'améliorer un mix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu trouves dans ton mix quelque chose qui va pas? Ouais, en fait, c'est surtout au niveau des 808. Ok, et c'est... Ma 808. Elle sonne pas fort? Ouais, justement, ouais. Fort jamais, par exemple, sur un MP3. Ouais. Sur un MP3, je trouve que sur mon casque, elle sonne. Ah, mais après, c'est peut-être un problème de casque, mais... Attends, t'es sur FL? Ouais, je suis sur FL. Tu mets Soft Clipper ou pas? Mets le Soft Clipper sur le master et tu vas voir. Fruity Soft Clipper sur le master, gros. Eh les gars, ça c'est la base. Petit Soft Clipper sur le master, et en vrai, la 808, moi franchement, dans mon mixeur Chanel, je mets rien. Qu'est-ce que tu veux mettre? Bah rien à mettre hein, sur le mixeur Chanel. À part, tu peux remettre un autre Soft Clipper sur le mixeur Chanel, mais... Fruity Soft Clipper, ça fait le mix. C'est Tu ça. mets ta prod, tu mets le Fruity Soft Clipper, elle est mixée. C'est ça. Et même en vrai, pour ceux qui sont pas sur FL, il y a d'autres clippers. Il y a le T-Rec Clipper. Vous pouvez trouver ça sur les sites de pirates, là, pour ceux qui sont sur Windows, là. Parce que là, ça... Moi, ah non, faut pas que je le dise, parce qu'on sait jamais si j'ai un contrôle. Enfin bref, démerdez-vous pour le trouver. Pour ceux qui sont pas sur FL, pour ceux qui sont sur FL, bah voilà, tant mieux pour On vous. pourra le dire en off après. Ouais, pas de problème. Bah voilà, en tout cas, mets Soft Clipper sur ton master, ça va déjà bien améliorer ton mix, je pense. Et peut-être ta 808, elle est pas bien. Aussi. Eh, te prends pas la tête, mais une spins. Ouais, Mais une dire, spins. je te jure, j'allais- Moi, dans la 808, c'est une spins. Enfin, là, il y a la Zaytoven, la spins, il y en a plein. Mais bref, en fait, en vrai, comme il a dit, et c'est très juste, fais beaucoup de prod. Tu vas trouver, pareil, comme tu vas trouver ta petite patte, ta petite touche. Ça, c'est ma 808, ça, c'est mon kick. Ça, c'est une snap, j'aime bien. Je sais que si je la mets là, elle va être efficace, etc. etc. Je voudrais rajouter un dernier truc. Moi, je regarde un gars sur YouTube, un Américain qui s'appelle Aiden, et qui fait il montre comment la prod de son super connu a été faite. Donc là, par exemple, dernièrement, il a fait 2-3 prods de l'album de Travis Scott, il a fait des prods de l'album de Drake. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Et gros, il fait la prod lui-même, hein, tu le vois, il te dit c'est tel élément, il joue et tout, et après il fait Shazam sur sa prod, ça reconnaît le son. Donc c'est exactement ça. Et tu te rends compte que gros, Kanye ou je sais pas quel beatmaker, Boy Wanda, des beatmakers de ouf, ils utilisent le clap classique, le hi-hat classique. La 808, c'est la spins. Et le piano, c'est le piano de contact. Fin, tu vois ou pas?
Et gros, et tu vois, on pourrait se dire, ouais, il doit y avoir des méthodes, des trucs et tout. Là-bas, tu prends les trucs qui marchent et ça marche. Yes, sir. Bonsoir, moi c'est Gérard Benet, donc je fais des crottes depuis 10 ans maintenant. Et moi c'est juste une question par rapport à plus le côté financier, dans le sens où moi j'ai eu pas mal en tout cas ces derniers temps, j'ai eu pas mal de demandes de certains artistes. Et je crois qu'il y a vraiment un problème, en tout cas, enfin, moi je constate ça en France, où l'argent c'est vraiment un gros souci en fait. Et je sais pas en fait comment en fait trouver entre guillemets l'alchimie entre l'artiste, enfin moi et l'artiste en gros, parce que avant je faisais des tarifs et en fait je me suis rendu compte que c'était un frein. Donc moi je voudrais savoir si vous avez des méthodes par rapport à ça. Quand tu dis l'alchimie, c'est l'alchimie on va dire financière et enfin le tarif que tu proposes, c'est ça? Ou c'est l'alchimie musicalement parlant? Non, c'est vraiment plus par rapport La finance. ouais, la finance. Bah, en fait, moi je dis déjà, et après peut-être que nous on n'a pas la même, parce qu'on n'a pas la même méthode de travail. Moi mon budget c'est jamais le même avec les artistes en fait. Ça change du tout au tout, tu vois. Mais généralement, au tout début, j'essaye d'imposer mon tarif au culot. C'est temps. Voilà. Et, J'ai déjà fait pas mal de fois et en général, et c'est quoi? Ils se braquent direct? ouais, ça me rend fou. Ça me rend fou. D'accord. Bah, après, généralement, enfin, moi, personnellement, ça m'arrive pas parce qu'en fait, à chaque fois, je dis, je sais qu'on va s'arranger, t'inquiète. Et puis en vrai, c'est bizarre parce que. Après, ça dépend. C'est quel type d'artiste? C'est des jeunes indépendants ou c'est des gros dans les majors? Non, ça va vraiment être des petits indépendants. Bah, c'est ça en fait. Petits indépendants. Après, ce que tu peux faire, moi généralement ce que je fais, c'est écoute, paye-moi en espèces. Franchement, moi en indé, je descends pas en dessous de 400, 500, mais après, bon, peut-être que. On va dire que j'ai un nom. Mais franchement, pas en dessous de 500. Pas en dessous de 150 euros si t'as pas de. Si t'as pas de crédit et que t'es personne. Moi je dis 150 euros, tu prends. Ouais, en fait, il faut commencer quelque part, tu vois. C'est ça le truc aussi. Là, je voudrais lui dire deux mots. Salut gros. Du coup, moi, comme il l'a dit, on fonctionne pas du tout pareil. Moi, j'ai pas de nom. Enfin, j'ai un petit nom, tu vois. J'ai placé pour beaucoup moins d'artistes que toi. Et je pense que le plus gros artiste pour lequel j'ai placé, c'est comme le plus petit pour lequel toi t'as placé, tu vois. Non. Non, mais je dis en termes de chiffres, hein, tu vois. Ok. Et avec les oui, indépendants, il y a plusieurs choses. Déjà, tu peux proposer un split DistroKid, même si je comprends que ce soit relou parce qu'on veut des tags maintenant et que des fois on se dit bon, le gars il va faire 1000 streams. Les splits sur 1000 streams, c'est pas. Voilà. Mais je pense que tu peux aussi, si tu commences à avoir beaucoup de demandes, tu peux essayer de fidéliser les gens. Ça veut dire que tu dis bon, regarde. Là, par exemple, tu lui dis, moi, normalement, je veux une prod de 250 euros. C'est ça, en fait. Ce que je peux te faire, c'est que si tu me prends 3 prods, je te les fais à 500. Je t'en fais une gratuite. Ou alors, tu lui dis, là, je t'en fais une à 150 euros, ou tu lui proposes un truc additionnel qui t'arrange, tu vois. Par exemple, tu lui demandes là sur quoi il bosse, un EP 5 titres. Ok, tu lui dis, bah gros, moi, je veux bien te faire des prods à 150 euros, mais c'est moi qui fais tout le projet. Et dans ce cas-là, en vrai, autant faire 5 fois 150 euros plutôt qu'une fois 500 euros, tu vois. Il faut trouver des genres de petits bazars. Et moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps et j'ai commencé à vendre mes prods à 50 balles, tu vois. Au début, je disais des prix de merde, gros, tu vois. Je pouvais vendre une prod à 25 euros. Je disais, ouais, fais-moi un PayPal, gros, la prod, elle est à toi. Et au début, je m'attachais à mes prods. Mais quand tu te rends compte qu'au bout de. Tu vois, gros, tu prods depuis plus longtemps que moi. Donc, je pense que tu le sais. Mais en vrai, des prods, à chaque fois que je me suis attaché à une prod, j'allais finir par dormir dans mon ordinateur, je ne l'ai jamais vendu. Donc en fait, il vaut mieux vendre une prod à 25 balles, t'en refais une demain, t'en refais une après-demain, t'en refais 10 demain si t'es déter. Il vaut mieux vendre les prods à... Tu dis ok, vas-y 50, la première je te la vends 50 euros, après ce sera 150. Le gars il va te dire ok, ce gars est cool, il va te la prendre à 50. Peut-être toi tu vas te ronger un peu les ongles, mais ce gars il y a plus de chances qu'il revienne vers toi et qu'il dise ok, tranquille, on a fait un deal. Tu m'avais dit 150, maintenant c'est 150. Et moi en fait, ce que je fais par rapport à ça, c'est qu'à tous les gens à qui je fais des prix, je lui dis à tes potes
que moi je fais des prods et tout machin. Et je lui dis pas que je t'ai fait 50 euros. Dis-lui que mon prix de base c'est 100 et qu'après c'est 175. Et dis-lui que c'est ça que je t'ai fait. Et après son pote il vient et je dis ok bah t'as vu ton pote il t'a dit c'est 100 la première mais après c'est 175. Et à lui je lui dis si on te demande, dis-lui que je te l'ai fait à 125 la première et après c'est 200. Et après en fait le bouche à oreille il tourne, mais ça sur des années je te parle. Sauf qu'au final ton 10e client, bah, là tu vends ta prod à 250 et entre temps t'as vendu 10 ou 20 prods à 100 euros prix moyen tu vois, mais tu les as vendus. Justement, pour ça va inclure tout le monde. Si vous ne savez pas à peu près quel est votre budget, bah, vous inventez un budget, vous dites normalement c'est ça mon budget, mais je peux m'arranger. En fait, comme ça, en fait, tu fermes pas la porte. Tu dis pas c'est tant et c'est rien d'autre. Tu vois. Dis bah ouais, moi, mon budget généralement, je fais 200 balles, etc. Mais vu que t'es chaud, etc. et que t'aimes bien mes prods, vas-y, je peux faire un petit effort. Diplomate, faites diplomate. Faut être diplomate et Je faisais pas ça. En fait, je faisais, pour l'exclu, je faisais 300 euros. c'est pas choquant en vrai. C'est pas choquant, ouais. Mais j'avais vraiment l'impression que ça bloquait directement. Bah, comme il a dit, DistroKid, je pense que c'est un bon moyen. Et après, surtout si t'as pas beaucoup de prod, etc. Faut relativiser, mec. Mais ta prod sur internet, le son il sort. T'as un son qui est sorti avec un artiste. Tu sais jamais internet ce que ça peut donner. Moi, le son avec CO-Trade, mais comme je t'ai dit, ils ont posé sur le MP3. Comment ça s'est passé? C'était une prod qui allait dormir dans mon ordinateur. Carrément, je sortais de l'armée, donc c'était en 2019. Je vois ça s'appelle Looperman, pour ceux qui connaissent Looperman ici. Moi, j'ai pris Loop Looperman, je l'ai mis, je l'ai envoyé à mon gars Q, et je vois un son sur YouTube, il commence à glow, il avait 200 000 vues. Si au trail, il avait 3000 abonnés, il m'avait pas payé la prod. Et aujourd'hui, le son, il a 50 millions de streams. Et j'ai été payé, je crois, 1005, je crois, pour cette prod. 1005. Tu vois. Mais en fait, après, bon, c'est deux approches différentes. Moi, j'aime bien la magie d'Internet. C'est-à-dire que ta prod, elle se balade sur Internet. Et en vrai, tu la perds, c'est pas grave, mec. T'en fais plein à l'appel. Et en fait, indirectement, tout ça, ça va se mettre en place. C'est comme je te disais tout à l'heure. En fait, tu vas trouver ton équilibre. Internet va faire son rôle et voilà, tu vois. Et ça en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu as peur que tu te fasses voler, etc. Ben, en fait, c'est oui et non, en fait. D'un côté, il y a la magie d'Internet et c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin bref. Je voudrais rajouter un truc. Je suis d'accord en gros que 300 euros c'est pas tant pour une exclu. Dis-toi en tout cas, ça peut te rassurer. Moi je vends pas mes exclus à 300 euros, tu vois. Je les vends genre à 150. Mais j'en vends beaucoup. En vrai, comme j'ai dit, des prods, moi je les fais relativement rapidement, tu vois. Et surtout derrière, à chaque fois je dis mais gros, moi je fais des prods sur mesure. Donc en vrai, vas-y si tu veux, celle-là je te la bicrave à 100 balles. Et viens on se fait une session, tu vois, viens on se cale une date, on se fait une session. C'est 300 euros la journée, mais vas-y, la première, je te la fais à 250. On se fait une journée où je te fais des prods sur mesure. Le gars derrière, il prend une journée à 250. Vous faites tes prods. Après, je sais pas si toi, tu es à l'aise pour faire ça, tu vois. Mais moi, c'est ça que je fais, tu vois. Et je fais des prods avec lui. Il me paye 250. Et après, bah, évidemment, je lui dis, bah, j'enregistre, gros, tu vois, si tu cherches un studio pour enregistrer. Donc après, il me paye pour tous les enregistrements et tout. Donc ma prod vendue à 100 euros de base, c'est pas grave parce que derrière, le gars, je sais qu'il va être chaud de me revoir, chaud de bosser avec moi, il va parler de moi, etc. Tu vois. Et aussi 300 euros, on peut se dire, ouais, c'est pas cher, moi je vends un pot de 300 euros. Mais gros, imagine le gars, il gagne 1800 euros dans le vent. Il gagne 1800 euros, son loyer c'est 800 euros, il lui reste 1000 euros, il fait ses courses, il paye son assurance de voiture, il paye, tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, il lui reste 300 euros. Et ta prod, c'est 300 euros. Bah, il va pas l'acheter, tu vois. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux en vendre plus à moins, parce que, en fait, je trouve dans la musique, il y a un truc bizarre où on se calme, on voit que les gens connus. Mais en vrai, 99% des gens qui font de la musique, c'est pas des gens connus, c'est pas des gens qui ont de l'oseille. Et moi, je suis allé chercher ces 99% de gens-là, donc je vends beaucoup moins cher à l'unité, mais je vends beaucoup plus. Et c'est ça qui me permet de me créer un équilibre. Là, tout de suite, si tu te dis, par exemple, vas-y, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je fais 5 prods par semaine, et après, vendredi, samedi, dimanche, j'essaye de les vendre, et je les fais à 100 euros la prod, 150 euros les deux, par exemple, exclu, tu vois. Mais même si tu fais 150 euros les deux et que tu vends tes 20 prods, gros, je sais pas, je me suis perdu dans mes calculs, mais ça fait beaucoup d'argent pour une semaine. Ça fait 1500 euros la semaine. Et il vaut mieux vendre 2 prods à 150 euros, mais t'en vends 20 dans la semaine, que 0 à 300 euros, tu vois. Sinon, on lise à 50. Hein. Ouais, sinon, Beatstar, tu mets tes lises et tu dis aux gens, bah tu sais quoi, gros, passe-moi 50 euros, juste t'as pas exclu. Voilà,
Non, ok. Salut, je m'appelle JB, ça fait 5 ans que je fais des prods. J'avais une petite question par rapport à la différence de marché entre le marché américain et le marché français. Ce que je me disais, est-ce que si on a des prods qui ne sont pas tellement adaptés au marché français, est-ce que le mieux c'est de se réadapter et, et de rester sur le marché français, ou alors trouver d'autres moyens pour passer sur le marché américain? Bah en fait, moi, ça c'est des questions que je me pose même pas. En fait, moi, je fais les prods que j'aime et je les envoie. Toi, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, je fais des prods typés carrés et bah envoie même en français. Moi, j'envoie des prods. J'ai plusieurs dossiers. J'ai un dossier français dans mes envois de mail, j'ai un dossier US et j'ai un dossier Word. C'est-à-dire que même en Europe, j'envoie des prods trap genre Atlanta, tu vois. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est moi, je vais provoquer l'émotion chez la personne, même s'il cherche, on va dire, un délire, un l'illusiver, eh ben, je vais te mettre une trappe à la Migos. Elle va dire ah ouais, putain, elle est dark quand même si c'est pas ce que je cherche, elle est dark. Comment il s'appelle, Rodzinowski? Vas-y, je lui envoie un DM, je le follow, ou il me dit ouais, elle est lourde celle-là, mais je cherche autre chose, tu vois. Je pense que ça, en fait, c'est des questions qu'il faut même pas se les poser. Fais le son que tu kiffes faire, mec. Et tu verras, tu seras jamais fatigué, tu seras heureux. Et si tu as des placements avec ça, mec, c'est. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en vrai, même si tu gagnes pas des 1000 et des 100, si tu arrives à trouver ton équilibre, déjà, si tu arrives à gagner au moins un SMIC par mois, mec, tu fais du son, mec. Genre, moi, quand j'ai commencé en 2013-2012, tu vois, donc il y a 10 ans à peu près. Mec, si tu m'avais dit, genre, Rodzinowski, il serait là, ça, c'est en train de faire une masterclass, voilà, il a des placements, il est plusieurs fois platine avec ENA, enfin bref, des singles d'or, etc. Mec, je vais signer tout de suite, direct. Faut pas se poser de questions, fonce, pas de plan B, tu mets tout dans le plan A et voilà. Et fais la musique que tu kiffes, franchement, fais la musique que tu kiffes, je te jure, ça va payer. Ouais. Je me permets de rajouter un truc, parce que j'ai placé aux États-Unis aussi. Avec des gens là aussi. C'est toi qui m'as passé le micro. C'est toi qui m'as placé le micro. En fait, moi, comme j'ai dit au début, j'écoute pas de rap français. J'écoute quasiment que du rap carré, et en fait, j'écoute quasiment que du R&B carré. Genre Bryson Tiller, Tory Lanez, Machine Next Door, Summer Walker, tu vois, c'est ça. Et du coup, au début, je faisais des prods comme ça, tu vois. Et comme j'ai dit au début, je mettais sur YouTube, sur BeatStars. Donc du coup, tu vois, je mettais Bryson Tiller type beat, Tarek type beat, tu vois, des conneries comme ça. Et en vrai, les Américains, à l'époque, hein, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit la différence entre les Américains et les Français dans la musique. Je t'aurais dit les Français, ils parlent, ils achètent pas. Les Américains, ils parlent pas, ils achètent. C'est-à-dire, il y a des Français, ils me parlaient d'une prod. Gros, ils pouvaient en parler pendant 6 mois. Ouais, cette prod, je vais te l'acheter. Ouais, cette prod, je vais te l'acheter. Jusqu'à plus rien. Et les quinries, rien. Un mec, je le connais ni d'Eve ni d'Adam. Je vois, il m'a follow. Je vois mon PayPal, il se descend. Je vois, il a acheté 2 exclus. Fin. Donc, choisis une niche. Toi, tu fais des prods comment un peu? Je dirais ouais, Lil Uzi Vert. Regarde. Trouve 5 artistes qui sont comme Lil Uzi Vert, mais qui sont beaucoup moins connus. Va sur YouTube, mets tes prods, mets rien de français, écris tout en anglais, prends un VPN carrément, mets-toi à Atlanta, ma gueule. Et upload tout en mettant que des noms de quinries moins connus que Lil Uzi Vert, parce que sinon tu vas être mal référencé, parce que c'est un nom qui est trop utilisé. Et toi, si tu arrives, tu vas galérer. Donc cherche des gars moins connus, mais tu vois, dans le même style. Un gars qui kiffe Lil Uzi Vert, est-ce qu'il va écouter le nom que toi tu vas mettre, tu vois? C'est ça qu'il faut que tu cherches. Et t'envoies, et tu fais que ça, gros. Tu vois, surtout si c'est ça que tu kiffes, et tu mets que des noms de quinries. Moi, en tout cas, sur BeatStars et tout, j'ai fait beaucoup plus de sous aux States qu'en France. Mais juste un truc à rajouter. Vu que tu es dans la vibe Lil Uzi Vert, il y a un média qui s'appelle Daily Shifters, je crois, sur Instagram, je sais pas si tu connais. Souvent, il met des petits artistes qui sont un peu dans la vibe Lil Uzi Vert, Ken Carson, tout ça. Je pense que tu vois, c'est un bon moyen de se plug avec ces gens-là. Tu récupères des mails dans les bios, etc., et tu leur fais des packs. Et voilà, t'envoies un pack par semaine en weeklies. Tu mets tout ça en CCI ou tu fais tout ça individuellement ou tu fais une campagne. Bref. Et voilà, mec. Et ça se trouve, ces gens-là, ils n'auront pas beaucoup de budget ou ils auront du budget. Et si auquel cas, ils n'ont pas de budget, bah, go DistroKid. Voilà, prends 20% ou 50% si tu t'appelles Hakim Beats ou si tu fais comme Hakim Beats. Mais enfin voilà, tu vois, let's go. Le son, il sort. T'as un son avec. Tu vois. Je pense que c'est une bonne mentale aussi à avoir. Tu vois. Genre, ok, il y a le côté financier, et évidemment, on va pas se mentir, il est important. Mais de l'autre côté, tu sors des sons, tu fais de la musique, ta musique elle sort, c'est tout aussi important. Voilà.
On va prendre une dernière question, si quelqu'un. Salut, moi c'est Camille, je fais des prods depuis 2 ans et en fait je rencontre un problème qui m'arrive trop souvent. C'est il y a un gars qui me DM, il me dit ouais vas-y j'aime bien ce que tu fais etc. Je fais un EP ou quoi que ce soit, fais-moi 5 prods. Je lui fais les 5 prods quasi sur mesure etc. Et au final je me fais un peu couiller parce qu'il prend pas les 5 prods. Et du coup j'aimerais savoir en fait en termes de comment dire de contrat au fait quoi, genre vous lui dites tu payes avant. Et après, je t'envoie les prods, on fait 50 avant, puis 50 après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je fais pas facturer avant, tu vois. Mais déjà, tu te fais pas couiller, gros. Parce que indirectement, tu bosses, tu t'améliores, et ces prods-là, elles sont pas perdues, mec. Eh, tu les renvoies à d'autres personnes. Moi, personnellement, je fais plus de prods sur mesure, à part quand je fais des séances studio. Et même comme ça, parfois, si je vois le mec qui dort, vas-y, c'est bon, je récupère la prod, j'envoie à tout le monde, tu vois. La loupe, c'est pareil. Moi, mes loupes, je les envoie à toute la terre. À toute la terre, mes loupes, tu vois. Donc je pense que, après, bon, je comprends, évidemment. En fait, c'est démoralisant, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, j'ai arrêté de bosser pour faire du sur-mesure. Mais là, pour le coup, Hakim, il pourra mieux te répondre que moi. C'est que moi, en fait, j'ai trop perdu d'énergie en faisant ça. Même les séances studio, tu vois. Genre, j'arrivais, je me déplaçais, je payais des 40 € de parking. Je faisais des prods qui n'étaient pas dans ma DA. On en a parlé un peu avant avec Hakim Beats. Ça, c'est des trucs qui sont usants parce qu'en fait, quand tu fais du sur-mesure et que c'est pas ta DA, moi, ça m'est arrivé d'avoir quasiment un burn-out en faisant ça. On m'a appelé pour faire des drills au studio. Moi, je fais pas de drill. On m'a appelé même pour faire de l'afro en studio. Je faisais pas de l'afro. Et ça m'a démoralisé. Et au final, ce que j'ai fait, gros, j'ai pris les prods, mail, j'ai envoyé ça dans la nature et la magie d'Internet, soit ça fait pas. Voilà. Mais même, auquel cas, c'est pas perdu, je récupère la loupe. La loupe, je la prends, je prends la loupe, je la mets en half-time et je la coupe, hop, ça fait un starter, et hop, et let's go. Moi, je fais ça, moi, personne. Voilà. En tout cas, c'est pas perdu. Bon, dans mon cas, gros, justement, je suis passé par là aussi. Et en gros, mes débuts, c'était ça. C'est-à-dire que je mettais des prods sur YouTube. Bon, des fois, je vendais pas grand-chose, tu vois, comme je disais tout à l'heure, argent de poche. Et après, il y a des gars qui m'écrivaient, qui me disaient, ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais genre, je n'ai pas vraiment trop trouvé mon compte. Est-ce que tu peux me faire une prod comme ci, comme ça? Au début, je disais, ouais, ça faisait exactement comme toi. J'envoyais la prod, pas de réponse. Ou alors le gars, il bégayait, il me disait, ouais, non, t'inquiète. Ou alors il me disait, il finissait par ça, je déteste. Il finissait par me dire, gros, j'ai grave kiffé la prod et tout, mais t'inquiète, on va faire d'autres. Bon, ça, on va faire d'autres. C'est quoi ton délire, ça? Et au final, j'ai commencé à dire, ok, mais comme il m'est arrivé ça avant, envoie-moi 50 balles tout de suite. Si vraiment tu dis que je suis fort, t'aimes bien ce que je fais, tu crois en moi, envoie 50 balles, je te fais la prod. Moi, t'inquiète pas, je vais pas te couiller, tu vois. Envoie-moi 50 balles sur PayPal si tu veux, s'il y a un problème, tu fais un litige. Mais ouais, paye avant. Et quand je fais des sessions, moi j'ai un site, je l'ai fait tout seul sur Wix, gros, c'est un peu un truc à la WordPress. Ça s'appelle hakimbeats.com. Tu réserves tes séances là-dessus, tu me parles pas. J'ai fait une séance, tu vas sur hakimbeats.com, il y a 50% d'acompte. Tu me préviens pas, tu viens pas, je garde ton acompte. Fin de l'histoire. Plus. Ok, merci beaucoup pour vos questions, c'était hyper intéressant, ouais. Du coup, la masterclass touche à sa fin. Déjà, pour finir, est-ce que vous avez de l'actu ce temps-ci, des grands réseaux à lâcher est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire Moi, perso, j'ai des placements qui arrivent assez souvent, ouais. Je sais pas, grâce à Dieu, ça sert à rien, enfin aussi, on travaille trop. Et voilà, restez à l'affût pour ceux qui font des prods, qui sont plus, on va dire, drummers que loopmakers. Parce que je pense, d'ici peu, je vais commencer à mettre des loop kits, etc. J'ai eu un placement avec un loopmaker avec qui je bosse et qui fait aussi des drums. Et j'ai eu un placement avec lui, il a utilisé ma loop. Je trouvais que la prod était lourde, je l'ai envoyé et on a eu un placement avec un artiste français. Donc vous verrez sûrement bientôt, d'ailleurs ça devait sortir le 25 mais finalement c'est un autre son qui est sorti, bon, enfin bref. Ça c'est aussi la musique. Hein. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux qui veulent envoyer quoi que ce soit, starter, loop, même des prods, si vous voulez un retour, il y a mon mail dans ma bio, beats@odilowski.com. Il faut envoyer ce que vous voulez, moi j'ouvre tout personnellement. Par contre, quand vous m'envoyez des loops, envoyez-les-moi un MP3 et ne me sortez pas des dossiers IP s'il vous plaît. Voilà, juste ça, et mettez vos blazes aussi sur les loops. Votre arrobase, etc., votre Instagram.
Comme ça, au moins, on peut rester en contact. Voilà, et n'hésitez pas à envoyer, évidemment, ce que vous voulez. Ah, pardon. Moi, en termes d'actu, j'ai plein d'actu avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais c'est des gens que j'aime bien faire de la musique avec eux. Après, en vrai, j'ai des sons à droite à gauche. J'ai fait une séance avec le Juice et SN Crack il n'y a pas longtemps. On a fait 2 sons, je ne sais pas s'ils sortiront, je ne sais pas où ils sortiront, j'en sais rien. Donc voilà, moi, en vrai, j'ai un autre projet avec la Krabs aussi, pour ceux qui le connaissent. Mais justement, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, moi, ça m'a permis de me détacher justement de l'espoir, de l'attente, le fait de faire des sous tous les jours. En fait, ça me détache, je fais une session avec un artiste connu, on fait le son, je passe un bon moment. Le lendemain, j'ai une session, le surlendemain, j'ai une session, le surlendemain, j'ai une session. Ça y est, j'ai oublié, je fais métal. Et j'y pense plus, si ça sort, BNF, je suis content. Si ça sort pas, je peux oublier de toute façon. Et fin de l'histoire. Et deux choses. La première, c'est que ceux qui veulent évidemment me DM et tout, sont bien. Pareil, c'est tout, je réponds à tout le monde, j'ai du temps. Je le trouve en tout cas. Pour ceux qui sont intéressés par le genre de parcours que je fais aussi des formations. Voilà, formation solo, formation à plusieurs. Il y en a qui veulent apprendre à enregistrer, à prendre Pro Tools en main, à mixer, etc. Ou même beatmaker. Voilà, et après c'est un projet un peu dépend sur la comète, mais je suis en train de créer un genre de beatstar français qui n'est pas encore fini, mais normalement ça verra le jour bientôt. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, je serais heureux de vous y retrouver. Top, merci beaucoup les gars. Du coup, je tiens à remercier Inspiration Beatmaker présent aussi, du coup, qui diffusera cette masterclass sur YouTube. Je remercie aussi Assas Lab de nous avoir prêté les locaux et d'avoir du coup toute cette installation qui est quand même vraiment cool. Je remercie Sou aussi qui est en stage chez nous et qui a géré toute l'organisation de l'événement. Donc merci beaucoup Sou. Et enfin je vous remercie Wegnowski et King Beats pour tout ce que vous nous avez transmis ce soir. Je pense que c'était vraiment intéressant et il y avait vraiment plein de bonnes choses à retenir. Donc franchement merci beaucoup les gars. Et voilà, donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram Atlas Music, Rudinovski et King Beats. Les Insta sont derrière. Maintenant, du coup, il va y avoir un buffet pour échanger. Donc voilà, il y a de la bière derrière, il y a de quoi grignoter, etc. Donc allez-y, c'est fait pour. Bon, bien sûr, faites attention quand même aux locaux parce qu'on nous est prêts. Donc pas trop serein. On reste tranquille quand même. Mais pas serein. Et voilà, et pour rappel, avec Atlas Music, nous on fait de l'édition pour les beatmakers. Donc, si jamais, que en contrat de session, donc on est éditeur que sur les morceaux qu'on vous aide à placer. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir Tanguy ici, Sou ou moi, et on en discutera. Voilà. Ça, c'est très très bien ça. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci. Merci les gars d'être venus. Et juste, dernier petit truc pour compléter, s'il y a des trucs qui manquent par rapport à... Enfin, s'il y a des réponses que vous n'avez pas eues, j'ai fait un petit podcast avec de la Musicopolis pour retrouver des petites anecdotes, etc. sur YouTube et sur Spotify. Voilà. Ça marche. Merci.